bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 1er novembre 2024. Pour commencer le mois, où ça va bientôt faire 2 ans que ChatGPT est arrivé dans nos vies, j'ai été voir mon ami philosophe et artiste Hervé Féchère pour me demander de partager ses réflexions sur cette présence de l'IA dans nos vies. Vous allez voir, c'est un régal de l'entendre sur le sujet. Avait lieu cette semaine le Sommet international du jeu de Montréal. On va prendre des nouvelles de l'industrie du jeu au Québec avec le directeur général de la Guilde du jeu vidéo du Québec. On va aussi parler de jeux de table, mais de jeux qui concernent la cybersécurité. Et puis on va parler avec une entreprise qui a développé un outil qui pond des textes pour les professeurs. Et puis, Liette Lamonde de Prompt vient nous rendre visite cette semaine pour nous présenter un autre innovateur du Québec. Sinon, mes collègues sont également présents. Il y a Stéphane Berthomin qui va nous parler de l'actualité podcast. Stéphane Ricoul, lui, va nous offrir un tour du monde des apprentissages de l'IA. Et Jean-François Poulain parle UX et design avec son invité. Et puis avant tout ça, on ira retrouver Jérôme Colombin à Paris pour parler d'actualité. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Claude H. Gagné, Bruno Dantel, François Provencher, Vincent Urtubise et Daniel Jutras. À vous 5, merci pour cette écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos 2 oreilles. Je suis très heureux d'y être. Et puis, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour parler actualité. On vous l'avait promis respectivement. Ben voilà, c'est fait. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti. Comment vas-tu de l'autre côté de l'Atlantique? Ben, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai ouvert le micro, je suis en train d'essayer de m'étouffer. J'espère bien bon. Oui, tu t'étouffes, tu bafouilles, tu m'as pas l'air en grande forme. Qu'est-ce qui se passe? Ah, trop occupé cette semaine. Trop occupé. Trop de choses. Ouais, trop de choses. Pourtant, tu sais qu'à Montréal, il y avait une armée de Français qui sont débarqués cette semaine. C'était l'expo InCyber, une grosse foire sur la cybersécurité. Et je pense que la moitié des exposants étaient français et probablement que la moitié des gens dans la place étaient français. Ah ouais. Finalement, il ne doit plus rester beaucoup de Français dans le monde de la cybersécurité en France. Exactement, on les cherche, il n'y en a plus. Ouais. Ben, ils sont à Montréal, mais ils repartent bientôt. Ah, ben voilà, c'est ça. Ouais. Bon, tu avais quand même l'air bien en forme dans le débrief, dans le grand débrief, avec François Sorel cette semaine. J'espère que les gens vont prendre le temps d'aller écouter, parce que il y en a des choses qui sont dites là-dedans. Ouais, à écouter et à voir en vidéo sur YouTube, si vraiment vous voulez voir nos têtes défraîchies. Non, mais écoutez, c'est beaucoup mieux. Il faut écouter, ouais. Bon, Bruno, cette semaine, il me semble bien que tu as testé un nouveau système d'IA, enfin une petite nouveauté en matière d'IA qui est plutôt pas mal, hein? Ça vient de sortir, c'est tout frais des fours. C'est OpenAI qui vient de lancer son ChatGPT Search. Faut se pratiquer pour le dire parce que c'est facile de déraper avec ça. Mais donc, ça fait longtemps qu'on en parlait. On disait c'est le genre de truc qui va venir rentrer dans les reins de Google. Et finalement, est-ce que ça va rentrer dans les reins? Je sais pas. Alors, rappelle-nous ce que c'est exactement. C'est un moteur de recherche qui est intégré à la version payante de ChatGPT. Donc, c'est uniquement les gens qui paient l'abonnement qui ont accès pour le moment. Et ça vous permet de faire une recherche à partir de l'information qui réside dans la mémoire de ChatGPT, ce qui est quand même énorme. Mais sinon, ça vous permet d'aller chercher sur le web en temps réel et donc notamment, évidemment, sur toutes les sources qui sont possibles et inimaginables, mais aussi sur des médias très crédibles. Je mentionne uniquement au passage Associated Press, Le Monde, News Corp, The Atlantic, Time, le Financial Post, Condé Nast, Axel Springer. Ils ont fait un tas d'ententes, évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas se faire poursuivre pour tout ça. Et ce que ça fait, c'est que si vous cherchez de l'information qui a attrait avec l'actualité, je pense que là, ça devient quelque chose de fort intéressant, qui va probablement, pour les news junkies qui nous écoutent, compléter ce qu'ils trouvent déjà sur Google. Mais là, c'est intéressant, là. Ouais. Donc en fait, alors ça c'est disponible des 2 côtés de l'Atlantique, chez toi mais également chez moi. Il n'y a pas de restriction. Voilà, il n'y a pas de restriction pour une fois, c'est rare, à condition évidemment, comme tu l'as dit, d'avoir l'abonnement payant. Et donc c'est un nouveau petit bouton bleu avec une forme d'une planète. Et en fait, quand on fait une requête,
eh bien, il suffit de cliquer sur ce bouton bleu et ensuite de lancer la requête et il va chercher ce qu'il a sur le web. Il donne ses sources, il donne les liens. C'est ça qui est nouveau aussi. C'est ça qui est nouveau. Ouais. Mais il va chercher partout sur le web. Il va pas chercher que sur les sites que tu as mentionnés. Les sites que tu as mentionnés, c'est parce que c'est des sites d'actu. Alors, pour les sujets d'actu, là, il ira spécifiquement sur ces sites-là. C'est ça, hein? Tu as tout dit. Ah, mais non, j'ai pas tout dit parce qu'il y a une question que je voudrais te poser. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas avoir des ennuis avec la presse comme Perplexity, parce que c'était un peu la marque de fabrique de Perplexity de donner des sources, d'en dire plus, mais on sait que il y a des médias, notamment le New York Times, qui sont montés au créneau contre Perplexity. Ouais. C'est justement pour la raison pour laquelle je te faisais la litanie là, de tous les médias, grands groupes de presse avec qui ils ont signé des ententes, justement pour ne pas avoir ces ennuis-là, d'autant plus qu'ils sont quand même visés par des poursuites du New York Times, avec qui, eux, ils n'ont pas pris d'entente et ils ont été piochés là-dedans pour permettre à ChatGPT d'être celui qu'il est aujourd'hui. Tu parles de ChatGPT qui a pas signé avec New York Times. Non, et ils ont toujours des différences, c'est toujours en cours, et ça va être intéressant de voir. Il y a des maisons d'édition qui poursuivent toujours ChatGPT, OpenAI, pardon. Donc, tout ça pour dire que pour l'objet, la fonctionnalité de recherche et les développements à venir de ChatGPT et son évolution, ben là, au moins, il y a des groupes de presse sur lesquels maintenant, ils vont aller piocher directement l'information pour nous la donner. Alors ça, et moi, en ce qui me concerne, ce que je trouve intéressant là-dedans, peu importe où il va chercher l'info, c'est qu'au moins, quand il va chercher l'information sur des sites de médias, l'information, elle est validée et on peut la croire. Mais est-ce qu'on pourra toujours la croire? Parce que, quand il cite... parce que, par exemple, Perplexity a été accusé avec les problèmes d'hallucination que l'on sait, d'inventer des choses qui n'étaient pas sur les sites de médias, d'enjoliver, de broder un peu. Ça reste, hein, on sait, ça va faire du mal à Google a priori cette histoire-là, mais il y a quand même toujours ce risque que parfois c'est pas très exact. Et quand tu parles d'hallucination, les derniers chiffres qui ont été publiés sur le sujet, on parle de 19% de l'ensemble des réponses qui sont offertes par ces IA génératives là, qui tournent dans le beurre, qui sont de la pure création. Mais ça s'est amélioré parce qu'on était plutôt à 40% il y a un an ou deux. Hein. Mais je ramène ça à des questions d'actualité. Là. Si vous faites des recherches d'actualité, il va aller les chercher sur ces sources-là et il va rapporter ce que ces sources-là disent. Les hallucinations, on les voit plus quand on part dans les grandes questions qui sont pas vraiment presque des questions philosophiques. Ouais. Ou si on demande des citations de quelqu'un dans un contexte qui n'est pas vraiment d'actualité, qui a peut-être pas été couvert par ces médias-là, là, on risque de tomber. Moi, ça m'est arrivé souvent encore récemment d'avoir des citations qui n'étaient pas attribuées aux bonnes personnes ou de pas avoir la bonne date de cette citation-là. Et je retombais sur Google pour aller valider. Là. Donc, finalement, il faut quand même encore se méfier de systématiquement. Mais même des gens, Jérôme, je te dirais, mis à part toi, et peut-être l'exception de François Sorel, systématiquement, je vais... te méfier de moi. Ben non, mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Toi et François Sorel, je vais jamais valider l'information. Mais tous les autres, je vais toujours chercher une deuxième source. Bah, t'as bien raison. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Il y a un autre acteur aussi dont on parle pas beaucoup, mais qui est pas mauvais, semble-t-il. Moi, je l'utilise peu, j'avoue. C'est Copilot de Microsoft, qui, y compris pour la recherche d'informations, est pas mal, non? Ouais, mais tu vois, c'est un peu ce que je raconte quand je fais mes conférences. Si tu travailles dans l'écosystème de Microsoft, donc de Windows, de Office et compagnie, c'est génial parce que tout est intégré maintenant avec Copilot. Et la même chose, si tu travailles dans l'écosystème, tu as les trousses d'outils de Google, ben là, utilise Gemini parce que tout est intégré là-dedans. Et c'est pour ça que mais si t'es agnostique et que tu te promènes d'un côté comme de l'autre ou t'es ailleurs, ben moi je trouve que ChatGPT ou Claude d'Anthropic demeurent des solutions fort intéressantes. Ouais, ils sont un peu c'est un peu comme des surcouches quoi. Ouais, et pour ce qui est d'être ailleurs, tu t'y connais en plus hein. Oui, moi, je suis toujours ailleurs. Demande-moi pas si je suis ici, je suis déjà ailleurs. Bon. Eh oui. Hey, ça suffit, le philosophe. Bon. Donc, mais bon, ça, tu voulais me parler de ça, mais toi, là, j'imagine que dans ton actualité d'Européen, il doit bien avoir un autre sujet de réglementation qui est dans ton cahier. Comment t'as deviné? Ben, oui, bien sûr. Moi, je pense à toi, j'entends réglementation.
Non, mais c'est vrai, on a un problème, on a un gros problème, Houston, en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez réglementer? Mais oui, alors, on a un souci avec les lunettes de Meta. C'est la CNIL. Nouvelles. Voilà, les nouvelles lunettes de Meta qui peuvent filmer et prendre des photos, mais même les premières versions faisaient pareil. Hein. Ouais. Simplement, là, ça devient un problème parce que, en fait, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, s'est saisie du dossier puisqu'elle a reçu une plainte. Parce qu'on parle beaucoup de ces nouvelles lunettes. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, mais moi, ça me plaît pas, ça. Je vais aller porter plainte à la CNIL. » Donc, il l'a fait. Et la CNIL, comme elle est saisie, elle est obligée d'enquêter. Donc, elle est en train d'enquêter pour savoir si les lunettes de Meta ne seraient pas illégales. Et oui, monsieur. Parce que finalement, est-ce qu'on a le droit de filmer et de prendre en photo les gens comme ça dans la rue? Et en fait, c'est vachement intéressant parce que, oui, si on se base sur déjà des lois sur la vie privée, etc., mais encore plus sur le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, ça pose des questions. Mais en réalité, c'est pas simple. Parce que il y a déjà des tas de trucs qui filment dans notre quotidien. Tout le monde filme tout avec les téléphones. Ah ouais. Hein, quand tu vois sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui sont remontées, je veux dire, dès que un type s'engueule avec son charcutier, tac, il sort son smartphone pour filmer la réaction. Et voilà. Donc, est-ce que vraiment les lunettes, ça change quelque chose? Alors, est-ce que c'est pas le fait que les lunettes soient connectées en temps réel à l'Internet et à toute l'information qu'on peut joindre à ces images-là qui crée le problème? Alors, tu as raison, le problème pourrait être du fait que, comme elles sont connectées à Internet, tu peux faire du streaming, tu peux diffuser ces images en direct. Ce qui accroît encore plus les risques d'atteinte à la vie privée. Parce qu'en théorie, tu filmes quelqu'un dans la rue, tu n'as pas le droit, comme ça, sans lui demander son avis, de publier son image. Alors, sauf dans certains cas, s'il est dans une manifestation, par exemple. Si c'est une foule. Voilà, si c'est une foule, etc. Là, c'est possible. Mais tu n'as pas le droit non plus de filmer un lieu privé. Chez quelqu'un, dans une salle d'attente de médecin, etc. Et a fortiori, de le diffuser en direct sur Internet. Donc ça pose un problème. Donc en fait, il y a une espèce de, on sait pas trop. Est-ce que elle pourrait être considérée comme illégale? Franchement, c'est pas clair. Il n'y a pas encore de décision, mais d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, la situation ne sera pas forcément évidente à établir. Alors Meta, de son côté, se défend. Ils mettent en garde les utilisateurs. Surtout, ne filmez pas les gens à leur rencontre. Soyez gentils. Ne masquez pas la petite lumière, parce que quand on filme, il y a une petite loupiote qui s'allume. Mais c'est vrai que si on est assez loin, on la voit pas, cette petite loupiote. On voit même pas que c'est des lunettes avec des objectifs. Moi, j'ai fait le test, je les portais l'été. Les gens ne voyaient même pas que c'était des lunettes qui étaient capables de filmer, en fait. Mais bon, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, je trouve qu'il y a l'aspect juridique, mais derrière, il y a l'aspect moral. Est-ce que finalement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on filme tout avec le smartphone, comme on l'a dit, où on a les voitures qui filment entre les dashcams, les Tesla qui ont des caméras partout, enfin tout le monde filme tout le monde. Il y a encore des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Tu peux pas installer une caméra qui filme sur la rue. Enfin, en tout cas, tout dépend de ce que tu fais des images après. Est-ce que finalement c'est pas déjà un combat perdu d'avance, cette histoire-là? Donc voilà. Mais je me demande, je t'écoute, puis je me demande si la fameuse plainte, parce que j'imagine qu'en cherchant, on pourra trouver des détails à un moment donné, mais est-ce qu'elle vient aussi de cette expérience que 2 étudiants du MIT ont fait? Ça remonte à il y a environ 2-3 semaines où il y a 2 étudiants qui ont fait, mais ils ont vraiment monté un système, là. Ça se fait pas automatiquement avec le système de base. C'est pas natif dans les lunettes. Ils ont fait de la programmation et donc ils étaient capables en temps réel de faire de la reconnaissance faciale des gens qui croisaient et de brancher ça sur l'information qu'ils avaient dans des bases de données, puis certains sur des réseaux sociaux pour arriver à démontrer le fait que c'était possible de le faire avec ça. Je sais pas si la plainte parle de ça. J'en suis pas sûr parce que, comme tu dis, c'est une utilisation expérimentale. Mais ça a quand même surpris bien des gens quand l'information est sortie sur les réseaux sociaux. Et là, tout le monde s'est mis à dire cette journée-là, c'est ça. Maintenant, les gens vont espionner tout le monde avec ça, puis on va reconnaître, on n'aura plus de vie privée. Et en même temps, c'est à la fois le truc le plus horrible et le plus intéressant, je trouve, parce que si pour les gens qui sont comme moi, pas très physionomistes, et le nombre de gens qui viennent parfois, tu vois, me saluer, salut Jérôme, comment tu vas et tout, et là moi je suis là en train de carburer en disant mon Dieu, c'est qui, quand est-ce qu'on s'est vu ou quoi, etc. Et ça m'est sorti de la tête, où je sais plus le prénom de la personne.
J'aimerais bien un truc qui me scanne et qui me dit directement qui c'est. Jérôme, nous partageons ce désir. Tu as le même problème. Ben, et puis, depuis que je suis, depuis que je socialise, j'ai une incapacité à me souvenir des noms des gens que je croise. Ouais, pareil. Je peux travailler pendant une saison. Je me souviens des ex-collègues de la radio. Je me souvenais, je reconnaissais le visage, mais le nom, je n'arrivais plus à le trouver. Pareil. Alors, ça serait pratique d'avoir Si tu le répètes pas 10 fois par jour, tu oublies les prénoms. Ouais. Et moi, j'admire les gens qui, effectivement, qui tu parles pas tous les jours et qui... Notamment les politiciens. Les politiciens sont très, très forts là-dessus. Ouais, c'est vrai. Jérôme. Oui. De quoi nous parles-tu cette semaine dans ton podcast? Cette semaine, Bruno, je m'intéresse au mot de passe. Est-ce que tu connais le CXP? Je pensais que tu allais dire, est-ce que tu connais le mien? Est-ce que tu connais mes 900 mots de passe? Non. Est-ce que tu connais le CXP? Non. Bon, le CXP, c'est un nouveau truc qui est en train de se préparer et qui pourrait venir un petit peu nous soulager dans la gestion de nos mots de passe. Ça concerne la portabilité des systèmes d'authentification. Voilà, donc je parle de ça et j'explique ce que c'est que ce truc-là avec un invité, un spécialiste que j'ai interviewé. Et puis je m'intéresse également aux semi-conducteurs, gros dossier. La crise en quelque sorte des semi-conducteurs, on revient aux origines, à quoi est-elle due, pourquoi cette crise, qu'est-ce que c'est que les semi-conducteurs. J'en parle avec Capgemini qui intervient régulièrement dans le podcast Monde Numérique et on décrypte un peu tout ça cette semaine. Et toi? Est-ce qu'on va sortir avec un peu d'espoir de cette entrevue-là? Que de l'espoir dans Monde Numérique, mais que de l'espoir. Du désespoir, plein de choses qui font peur et plein d'espoir derrière. Merci. Bruno, tu sais que en ce qui concerne l'IA, l'enseignement, etc., ce qu'on peut se raconter, toi et moi, ça porte vraiment ses fruits. J'ai reçu un message l'autre jour d'un auditeur. Tu te souviens qu'on avait parlé de Notebook LM, le système de Google qui permet de générer des conversations audio, un peu comme des épisodes de podcast à partir de documents écrits. Eh bien, j'ai un auditeur qui est enseignant qui m'a envoyé un message très sympa pour m'expliquer qu'il l'avait découvert parce que ce système en nous écoutant et parce que j'en ai reparlé en plus récemment et qu'il l'avait utilisé pour ses élèves. Et alors, il m'a envoyé des trucs assez géniaux où il a généré des conversations à la fois en anglais, mais également en français. Et il va utiliser ça pour faire travailler ses élèves. Donc, c'est vraiment super. On le salue. Absolument, on le salue. Merci beaucoup, Bruno. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je souhaite une bonne fin d'écoute à tes auditeurs. Puis, je les invite à venir me rejoindre. Et j'invite les miens à aller t'écouter par la suite. Salut. Voilà, échange de bons procédés. Salut, Bruno. Bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Comme je vous le disais il y a un instant, à la fin du mois, ça va faire 2 ans que ChatGPT est apparu en ligne et dans nos vies. Depuis, on n'arrête pas de parler d'IA par ici, par là. Et je me suis dit que c'était un bon moment pour me tourner vers mon ami philosophe, que j'aime bien décrire comme le philosophe du monde numérique, et lui demander ce qu'il en pensait. Je vous propose donc d'aller retrouver Hervé Fischer dans son salon. Bonjour Bruno. Hervé, je me faisais la réflexion que je t'avais jamais posé la question, puis je me suis dit c'est le moment de le faire. Ton intérêt par rapport au numérique, il est apparu à quel moment dans ta vie? Ça fait tellement longtemps que j'ose même pas le dire. Est-ce qu'on appelait ça du numérique dans le temps? Ouais, c'était sur du ruban magnétique. C'était les premiers petits Commodore ou les petits jeux pour les enfants. Ça date donc des années 76, quelque chose comme ça, quand mon dernier fils nous a tannés pour avoir un jeu vidéo. C'était un jeu de ballon sur les deux côtés. Là. Et puis, ça m'a intrigué. Je voulais pas être dépassé par mon fils qui avait 14 ans ou 15 ans. Alors, donc, oui, ça fait tellement longtemps. Et en fait, j'ai eu le privilège d'assister à une transformation incroyable, ce que j'ai appelé le choc du numérique dans un bouquin à l'époque.
Vraiment, maintenant, je suis dépassé, disons les choses clairement. Je le dis pas en public, évidemment. C'est entre nous. Voilà, ça reste absolument entre nous. Mais j'essaie quand même de me maintenir en suivant notamment tes podcasts et puis quelques autres qui sont... Enfin, c'est remarquable tout ce qui se passe. J'ai la chance aussi que j'ai 2 de mes fils qui ont embarqué. Mon deuxième fils Arnaud, là, qui est en train de développer une plateforme de marketing avec l'intelligence artificielle qui marche très bien. Et puis mon troisième, justement Fabrice, qui voulait absolument avoir un jeu sur ruban magnétique, qui lui est dans le design thinking multiplié par l'intelligence artificielle. Donc, ils me tiennent au courant et ils me... je parle souvent avec eux, donc je veux garder aussi un minimum de réponses. Et puis, bon, c'est super excitant. C'est extraordinaire d'avoir vécu cette époque-là. Ça n'arrive pas toujours, hein. La technologie, ce que j'appelle... l'âge du numérique par rapport à l'âge du feu qui était l'âge de l'information, qui était l'âge de l'énergie. Maintenant, on est l'âge de l'information, excuse-moi. Bon, c'est une révolution anthropologique. Puis on est manifestement, on le sait tous, juste au tout début de ça, et on imagine, c'est exponentiel déjà, mais incroyable, de mois en mois. Bon, où ça va nous mener? Bon, c'est une question énorme. C'est une rupture, c'est ce que j'appelle vraiment une divergence. Et ça touche absolument toutes nos activités, toutes nos interprétations de la nature, tous nos rapports sociaux, naturellement l'économie, l'art. Bon, et on est constamment surpris. Pour moi, je vais le dire autrement, pour moi c'est une magie. On la vit d'ailleurs comme ça. Parce que, écoute, toutes les applications qu'on a pour tout et n'importe quoi, aucun magicien, je parle même pas des sociétés premières, mais s'il y en avait encore au 18e, aurait imaginé qu'on pourrait aujourd'hui être partout en même temps, que Dieu, GPS te dit comment conduire ton itinéraire pour aller dans un endroit que tu connais pas. C'est simple, rien que le GPS, c'est de la magie. C'est extraordinaire, on a tous l'expérience, c'est banalisé, on n'y pense même plus. Si ton GPS se trompe ou fonctionne pas, t'es dépourvu. Ou comme McLuhan disait, bon, c'est devenu intégré à notre corps, c'est vraiment une troisième main ou une deuxième tête, comme on voudra dire. Alors ça, c'est formidable. Sauf que le numérique est devenu aujourd'hui comme Dieu, plus que Dieu. Parce que Dieu t'indique pas ton chemin quand tu cherches une adresse. Mais c'est devenu... On a beaucoup prêté de pouvoir à Dieu. On en prête encore plus, objectivement, au numérique. Et le numérique évolue. Dieu évoluait pas tellement. Bon, mais il n'avait pas besoin d'évoluer, il était parfait. Le numérique n'est pas parfait, donc il évolue tout le temps. Il nous surprend tout le temps. Est-ce qu'il nous soumet, comme on s'est soumis à Dieu pendant des millénaires, un peu? Et ça, c'est une question philosophique. Moi, j'aimerais dire que quand on a de la magie, ça prend un sorcier pour connaître les rituels, les formules, les applications, bon, et pour pouvoir communiquer avec les esprits. Alors, il y a dans l'intelligence artificielle actuellement manifestement quelqu'un qu'on oublie tout le temps, mais qui travaille très fort, c'est le sorcier. Et ce sorcier, c'est un être humain. Bon, on peut dire, certains diront méchamment que c'est l'homme qui a créé Dieu, mais c'est aussi l'homme qui a créé l'intelligence artificielle. Et ça, on l'oublie trop. L'intelligence artificielle est devenue un mythe, un imaginaire cosmique quasiment, encore plus puissant que Dieu, et qui intervient dans notre vie quotidienne beaucoup plus encore que Dieu, qui se laissait pas trop voir.
Je mets à l'imparfait, mais bon, on ne sait jamais. Bon, Dieu n'étant pas imparfait, je m'arrête sur ce point. Mais voilà, alors le sorcier, pour moi, c'est quelqu'un qu'on oublie trop, parce qu'au fond, c'est quand même l'homme qui a créé l'intelligence artificielle. On a tendance à l'oublier. On met la charrue avant le bœuf, si je puis m'exprimer ainsi. Et il faut repenser à ça. Moi qui m'intéresse beaucoup aux imaginaires sociaux, collectifs, donc qui développe ce que j'ai appelé la mythanalyse, le numérique pour moi c'est un sujet magnifique de réflexion du point de vue de la mythanalyse. Ce sorcier, cet homme, c'est lui qui a créé la magie, tandis qu'avant dans les sociétés premières on pensait que les esprits étaient là, puis il fallait se débrouiller pour communiquer avec eux, les calmer ou obtenir leur pouvoir. Curieusement, on est dans le même genre d'imaginaire. Enfin, il y a beaucoup de liens entre la magie et le numérique. Beaucoup. C'est magnifique, c'est merveilleux. Mais pour un anthropologue ou un mythanalyste comme moi, c'est un sujet extraordinaire, renouvelé tous les jours. Alors, par rapport à ça, moi j'ai envie de dire que, bien sûr, je suis un partisan totalement convaincu de l'intelligence artificielle, mais il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Et dans l'intelligence artificielle, il y a comme toujours les deux possibilités ou des hésitations, des problématiques de théologie, si je puis dire, de l'intelligence artificielle, jusqu'à quel point on a le droit de prendre des grands risques. Parce que beaucoup de gens, à tort ou à raison, prennent des grands risques, mais on n'arrêtera pas le progrès technologique. Ça, on oublie ça. On aura énormément de mal à le réguler, à éviter des dérapages dangereux. Bon, la démocratie profite énormément du numérique, mais aussi, le numérique sert aux dictateurs d'une façon épouvantable. Alors, on dit qu'une chose dans une entrevue. Celle que je veux te dire aujourd'hui, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à l'IH. Parce que dans l'IA, il y a l'IH, l'intelligence humaine. Elle est là. On a complètement tendance à penser que l'intelligence artificielle est devenue autogénérative, qu'elle se passe de nous et qu'elle nous déborde. Mais non. Quand on est sorcier, il faut connaître les esprits, il faut connaître les formules, il faut connaître les rituels. Nous le savons très bien, il y a des personnes qui ont bien du mal à gérer ChatGPT, à gérer des applications très simples. Question de choc de génération, bien entendu. Ça a été tellement rapide, et ça l'est de plus en plus tous les jours, que forcément il y a un choc du futur, où il y a ce que j'ai appelé le choc du numérique. Alors, moi je voudrais rétablir l'importance de l'IH, l'intelligence humaine, qui n'est pas effacée, dépassée, annihilée par l'intelligence artificielle. Et au fond, aujourd'hui, la qualité de la créativité générative de l'intelligence artificielle dépend de l'IH. C'est nous qui créons toutes les applications, les algorithmes. Même à la base, les requêtes. Absolument. Et on voit bien quand on dialogue avec ChatGPT que c'est la qualité des questions qu'on lui pose qui donne les résultats intéressants. Sinon, on a n'importe quoi. Il faut savoir poser les questions. Il faut être un peu sorcier pour dialoguer avec cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que la qualité de l'intelligence artificielle dépend de l'intelligence humaine. Ça, si je peux dire une chose, en usant de mon âge certain, c'est ça. L'IH, on devrait réintroduire dans le vocabulaire ce mot, ces deux lettres. On les oublie complètement, et là, on va dans
quelque chose qu'on aurait connu. Si j'étais méchant, je dirais on s'est aliéné dans la croyance divine. Les esprits des sociétés premières, l'Olympe des Grecs ou des Romains, la théologie religieuse. Mais aujourd'hui, on est en train de s'aliéner dans la croyance dans l'intelligence artificielle. On pense qu'on est débordé, qu'on n'a plus la main dessus, que ça devient dangereux. On croit devenir, là, je parlais du sorcier, mais des apprentis sorciers qui vont payer la facture. Or, il y a une évolution exponentielle de ce pouvoir technologique qui est dans nos mains. Ça sort du cadre. Et puis notre cerveau n'a pas tellement évolué depuis le néolithique. Même il a régressé plusieurs fois, comme on a pu voir avec le nazisme et d'autres. Et aujourd'hui, malheureusement, deux guerres épouvantables. Et tant de détails. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans la mesure où la progression, la mutation de notre cerveau reste assez basse, ne rejoint pas la montée verticale du pouvoir instrumental de la technologie. À un moment, effectivement, on est asservi, on est débordé parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès de la technologie. Puis le progrès du cerveau humain est très discutable. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout, et je peux les comprendre. Je ne ferai aucune allusion par rapport aux États-Unis. Mais bon, alors, c'est ça qui est le grand danger, au-delà de ce qu'on peut faire dans le détail. Comment faire progresser nos neurones, nos réseaux neuronaux, nos synapses, pour qu'ils puissent encadrer cette puissance exponentielle, pour qu'ils puissent développer la sagesse nécessaire pour la gérer, et qu'on puisse continuer à continuer l'évolution humaine d'une façon heureuse. Parce que c'est quand même, on va pas construire notre propre enfer sur Terre, et on veut pas ça. Il faut rester optimiste. Mais comment est-ce que le cerveau va pouvoir muter assez rapidement pour monter en intensité, en sagesse, en maturité? Mais c'est la question, moi, que j'allais te poser, parce que tu le dis, le cerveau évolue, mais quand on compare à l'évolution de la technologie, qui est tout de même créée par le même cerveau, la croissance n'a rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce que notre cerveau, aujourd'hui, il est fait, ou comment, je vais reformuler ma question, est-ce que notre cerveau, aujourd'hui, est capable de gérer la progression à vitesse grand V de la technologie? Il faut le croire et il faut le vouloir. Le cerveau a beaucoup muté, malgré ce que j'ai dit, depuis l'époque où nous étions des primates. C'est une évolution qui a été très rapide à l'échelle de la vie sur notre planète. Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est pour notre avenir, je vais dire une chose paradoxale, le progrès de notre cerveau est beaucoup plus important, qui est incertain, est beaucoup plus important que le progrès de la technologie qui est évident. Alors, comment arriver à remonter le niveau de notre maturité, collectivement, j'entends. C'est pas seulement d'avoir quelques génies ou quelques saints, personnes vertueuses. Alors, c'est ça la grande question. Et elle est réelle. Elle est réelle parce qu'on peut s'autodétruire. Enfin, toutes ces choses-là ont été évoquées bien des fois. Cette question-là est très difficile. Il faut que notre sagesse, notre maturité diverge aussi par rapport à ce qu'on a été depuis le néolithique. Comment ça va se passer? Il faut que ça arrive. L'influence de l'environnement sur le cerveau est bien reconnue maintenant par les spécialistes en neurologie du cerveau. Alors, le cerveau s'adapte à l'environnement. Même des valeurs, même des valeurs qui sont des contraintes pour pas s'entretuer. Ça, c'est des influences extérieures par rapport à notre fonctionnement neuronal, mais c'est prouvé que la culture influence finalement les gènes.
il faut que ça arrive. Ça reste une énorme question. Alors, on est optimiste ou on est pessimiste. Être pessimiste, c'est facile, c'est réaliste. On a toujours raison quand on est pessimiste. Quand on est optimiste, quand on veut s'engager à changer, à faire évaluer la sagesse humaine, là, évidemment, on passe pour un naïf, un utopiste. Pour un intellectuel, c'est une position difficile à tenir, mais même en Amérique du Nord, où on est beaucoup plus optimiste que dans la vieille Europe. Mais il faut. Moi, comme artiste ou comme philosophe, je suis très, très engagé dans la clameur, la dénonciation, l'appel à engagement pour que nous évoluions. Et donc là, je parle par rapport au numérique, on est bien loin de la technologie en apparence. Mais je parle de la Déclaration des droits de la personne, donc je parle d'une éthique planétaire. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que je déclare, parce qu'il faut être audacieux pour le dire, et puis c'est pas que très étonnamment, c'est la technologie qui fait évoluer notre cerveau. Parce que nous sommes maintenant dans une situation d'information grâce aux hyperliens qui nous donnent conscience de vivre dans la planète et pas simplement dans notre village, qui nous donnent conscience de vivre au point de vue écologique dans la dépendance de ce qui se fait sur les autres continents et pas seulement dans le champ du voisin. Et c'est la technologie qui oblige notre conscience à s'augmenter et qui nous donne une information planétaire qui nous fait vraiment accélérer notre conscience des scandales, des horreurs et des bonnes choses. Bon, des exemples. Bon. Tout le monde connaît Mandela, tout le monde connaît Gandhi. Il y a une époque où on ne connaissait pas ces personnages de continents, on ne savait même pas qu'ils existaient éventuellement. Alors, c'est la technologie qui, paradoxalement, contrairement à ce que disent tous les méchants philosophes qui sont opposés à la technologie, il y en a eu toute une kyrielle, c'est la technologie qui va faire muter notre cerveau grâce aux hyperliens. C'est pour ça que je parle, voilà, là encore c'est un mot utopique dont je prie l'auditeur de m'en excuser, mais ce que j'appelle un hyperhumanisme par opposition à un post-humanisme ou un transhumanisme qui sont des caricatures d'évolution humaine. Ça, on est obligé aujourd'hui de changer le récit qu'on va pouvoir partager pour évoluer. Alors ceux qui croient encore que c'est le post-humanisme qui nous fait évoluer, les Elon Musk qui nous voient déjà avec une maison de campagne sur Mars, enfin lui il en aura peut-être une, mais pas beaucoup de monde. Bon, alors il faut oser proposer un nouveau récit pour nous orienter, pour donner du sens à cette puissance technologique. Cette puissance technologique peut nous aider vraiment à résoudre nos problèmes d'aujourd'hui. Imaginons que les extraterrestres qui sont manifestement très en avance sur nous, puisqu'ils viendraient jusque chez nous et qui ne nous font pas de mal pour l'instant, mais imaginons qu'un jour, il y en ait des vrais qui arrivent ici. Tous nos petits problèmes de conflit en Ukraine, à Gaza, etc., qui sont les cauchemars de notre époque, paraîtraient bien modestes, bien marginaux par rapport à cette révolution qui serait de se rendre compte qu'on doit dialoguer avec ces gens infiniment plus développés que nous. Alors, c'est ça. Il faut, c'est là-dessus que j'aimerais conclure, si tu veux. Il faut aujourd'hui oser changer le récit que nous partageons, ne pas croire que c'est seulement l'économie et la technologie qui va sauver l'humanité, de nous empêcher de frapper le mur. C'est vraiment notre IH qui, si on la multiplie avec l'IA, devient le tandem, les deux chevaux qui vont nous faire avancer. Alors, IH multiplié par IA, c'est ça pour moi la solution. Einstein avait la sienne et Fisher a la sienne aussi. Oui, écoute, quelquefois, il faut simplifier des problèmes, prendre un petit peu de distance pour se rendre compte quels sont vraiment les enjeux. Et puis, c'est vrai qu'il y a une attitude humaine
que j'ai toujours, depuis que j'ai émigré en Amérique du Nord, parce qu'avant, quand j'étais européen, j'étais pessimiste, naturellement. Ça faisait partie du standing de l'intellectuel intelligent. Mais là, je crois que il faut nourrir l'idée qu'on peut rester optimiste. Hein, je vais prendre un exemple très d'actualité par rapport aux élections américaines. Entre le sourire vers l'avenir, optimiste, prometteur, engagé d'un des candidats, et puis le grognement de l'autre, c'est évident qu'on voit bien l'écart de génération. Et ça, c'est important. Je ne crois pas que les jeunes d'aujourd'hui soient nécessairement pessimistes. Au point de vue écologique, ils se battent, ils sont engagés. On en voit même qui montent sur le pont chaque quartier. Le risque de chuter et de créer des embouteillages. Mais c'est une attitude qu'il faut avoir. Avec mes 83 ans, je pense que je suis plus optimiste que jamais, même si c'est évident que... C'est évident, on ne sait jamais, mais c'est pas exclu que je meure un jour. Je préfère mourir que devenir un cyborg. Puis-je conclure sur cette idée ? Avait lieu cette semaine le Sommet international du jeu de Montréal. Un bon prétexte pour prendre des nouvelles de cette industrie chez nous. Et pour en parler, on rejoint à l'instant le directeur général de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Bonjour Jean-Jacques Herman. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Dites donc, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle mondiale dans l'industrie du jeu, on va dire qu'il y a des soubresauts. Comment ça se passe de notre côté au Québec? Oui, tout à fait. Je dirais que les derniers 18 mois, globalement, je dirais, l'industrie globale, il y a eu des soubresauts. Par contre, l'industrie au Québec a été moins affectée. Donc, si je regarde, par exemple, les mises à pied qui ont eu lieu de façon globale versus... En 2023, on parlait de quoi? On parlait de 400 mises à pied au Québec? Environ? Oui, c'était à peu près ça. Ouais. Exactement. Cette année, ça ressemble à quoi? Cette année, en fait, si je regarde les 6 derniers mois, en fait, on a plus d'embauches que de mises à pied. Il y a eu quelques soubresauts en début d'année, mais c'était vraiment des annonces qui avaient déjà été faites, donc des suivis par rapport à des annonces qui avaient déjà été faites. Mais du côté de la Guilde, par exemple, si on regarde les 6-8 derniers mois, depuis le début de l'année 2024, on constate que, surtout dans les studios, les entreprises 50 à 300 employés, on remarque quand même pas mal d'embauches. Alors qu'auparavant, on voyait, comme on disait, on voyait pas mal de mises à pied, des mauvaises nouvelles, etc., surtout de façon globale. Maintenant, on est impressionné par les projets et puis les embauches qui se font. Encore une fois, c'est pas dans tous les types de studios, mais encore une fois, dans les 50 à 250, 300 employés, là, on voit qu'il y a des projets qui avancent, qu'il y a de la croissance. Est-ce que le Québec s'en sort bien parce que, justement, c'est un écosystème qui est composé, oui, il y a les gros studios, mais il y a des studios indépendants, petits, mais aussi très gros, et c'est cet écosystème-là, de cette façon qu'il est fait, qui permet de mieux passer à travers les dernières années? Oui, je pense que vous avez raison. Premièrement, c'est un gros écosystème, hein. C'est quand même top 5 dans le monde. On a à la Guilde probablement 97-98% des studios, des entreprises sont membres de la Guilde. Et présentement, on est au-dessus de 350 entreprises qui sont membres. C'est aussi le plus gros regroupement, de studios internationaux au monde. Donc, ça aide en fait à consolider l'écosystème. Et puis, il y a des opportunités puis des occasions multiples pour les gens qui cherchent du travail. Donc, je pense que ça facilite le tout parce que on n'est pas, disons, condamné à regarder seulement au niveau des grosses entreprises, des gros projets ou du triple A. Mais on voit encore une fois, comme je mentionnais tout à l'heure, dans les studios moyens, quand même une belle croissance avec des projets qui se multiplient. Je vais mettre un petit bémol parce que ça, c'est bien pour 2024, mais comme vous savez, il y a eu des changements, des modifications au crédit d'impôt. On est toujours en discussion avec le gouvernement,
Donc, l'impact se verrait, je vais dire, mi-2025. Là. Donc, on a quand même une petite certitude de ce côté-là. Ben, c'est drôle que vous parliez d'eux parce que j'allais justement vous poser la question. Et je sais que vous êtes au milieu de discussions, mais est-ce que vous sentez que l'État québécois est encore aujourd'hui un fidèle partenaire économique pour l'industrie? Alors, alors, l'État québécois, ça dépend du ministère. Si on regarde du côté du ministère de l'Économie, tout à fait, même avec les changements récents au niveau du ministère, on sent vraiment un appui. Évidemment, ils sont là pour faire la promotion de la croissance, pour donner des incitatifs, etc. Donc oui, vraiment un bon appui du côté du ministère de l'Économie, du côté du ministère de l'Économie supérieure, pardon, de l'Éducation supérieure. Parce qu'il y a 900 à 1000 finissants qui sortent par année. Donc de leur côté, il y a Ils ont un un souci intérêt, avec là. ça. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Euh, comment je dirais que même du côté du bureau du premier ministre, du côté du ministère des Finances, bah, ils ont d'autres soucis. On comprend, là, il y a d'autres soucis. Les crédits d'impôt sont encore là. Les modifications qui sont proposées vont avoir un impact si elles restent telles quelles. Mais quand même, il reste quand même un appui non seulement à notre secteur, mais à d'autres secteurs. Je veux revenir sur ce que vous disiez. Dans vos propos, on sent que le Québec passe mieux à travers la tempête que d'autres endroits. Puis vous le disiez, hein, le Québec, ça demeure le cinquième joueur le plus important dans l'industrie. Oh, il y en a qui disent entre le quatrième et le cinquième. Est-ce que du fait que ça brasse pas mal ailleurs et que le Québec passe mieux à travers cette tempête-là, est-ce que ça fait que le Québec est plus attractif pour les talents, pour des investisseurs aujourd'hui? Ça devrait l'être, en fait. Mais le Mais sentez-vous? ça devrait l'être. Le problème qu'on vit maintenant depuis mars, depuis le budget, en fait, c'est que les annonces du gouvernement touchent un peu à la prédictabilité, à la stabilité du secteur. Et donc, on a ressenti quand même de façon assez importante quand on s'est déplacé, par exemple, à Gamescom en Allemagne. Toutes les discussions qu'on a avec l'international, on ressent une petite tiédeur présentement envers le Québec parce que les entreprises internationales ou les investisseurs potentiels ont un peu d'incertitude, vivent un peu d'incertitude par rapport aux 3 prochaines années. Ceci étant dit, il y a encore des projets qui se déplacent, il y a encore des investissements qui sont faits, mais je cacherai pas qu'il y a eu des projets qui ont été déplacés. Là, il y avait un projet, par exemple, d'investissement de 100 millions pour une nouvelle propriété intellectuelle internationale qui venait ici à Montréal. C'est pas un nouveau studio, c'est un studio qui est déjà là. Et le C'était projet vraiment a une été grande déplacé. marque d'un studio qui les déplaçait. Oui. Là. C'était 100 emplois et 100 millions sur les prochaines années. Et on comprend très bien parce que les internationaux ont des studios un petit peu partout. Alors, s'ils font face à de l'incertitude, c'est plus facile de dire pour eux, ben, écoute, on va déplacer ça de ce côté-là parce que on sait à quoi s'attendre. Je voulais revenir sur l'édition de cette année. L'édition était organisée autour du thème du développement externe de l'industrie. Puis j'aimerais ça comprendre le développement externe pour l'industrie du jeu vidéo au Québec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que quand on parle de développement externe, on a toujours dit on est super bon au Québec pour faire des jeux. On a des beaux artisans, de l'expertise, des artisans, on a des gens formidables, 15 000 employés ici à travers le Québec. On est super bon pour faire des jeux. On est un petit peu moins bon pour les commercialiser, le développement externe. Tu sais. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont quitté les gros studios, qui sont des gens en production, qui sont des artistes dans le fond. Alors, ce qu'on essaie de faire avec la Guilde, beaucoup dans l'écosystème, c'est d'aider ces entrepreneurs-là à devenir des hommes et des femmes d'affaires. Donc, c'est un peu de ça quand on parle de développement externe, tout ce qui est commercialisation. Évidemment, notre industrie, c'est 91% d'exportation. Et donc, comment se démarquer? Tu sais, il y a 13 000 jeux par mois ou quelque chose comme ça là, qui sortent. Là. Alors, comment est-ce qu'on se démarque? Je trouve qu'on fait super bien parce que si on regarde 2023, le jeu de l'année global, dans l'industrie globale, le jeu de l'année a été en partie développé ici à Québec. On a des studios comme Sabotage, comme Red Barrels qui ont connu des gros succès. Donc, on arrive à se démarquer. Mais on veut vraiment, non seulement à travers l'édition de Mix, mais aussi à travers des programmes comme la Guilde fait en partenariat avec Ubisoft, par exemple, la caravane entrepreneuriale, où vraiment
on informe, on fait venir des gens qui amènent de l'expertise, pardon, pour nos entrepreneurs, pour vraiment les ouvrir vers l'extérieur et les aider à se développer. Pour faire rayonner le produit fini qui sort des studios ici, avez-vous l'impression que les médias d'ici font assez dans le domaine? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est un problème. En fait, on considère que l'industrie du jeu manque de visibilité auprès du grand public. Des fois, ça m'amuse un peu parce que je rencontre des gens dans des salons, des choses comme ça, puis je leur demande de nommer 3 studios, puis après Ubisoft et Behavior, ils ont de la difficulté. Alors, je comprends, puis tu sais, la grosseur d'Ubisoft fait en sorte que ça rayonne de partout. Non, et puis en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais il y a encore il y a encore une certaine caricature du jeu vidéo qui nous ramène à des jeunes hommes blancs dans le sous-sol de leurs parents. Ça, c'était il y a 20 ans. Là. Maintenant, on a 25%, entre 25 et 30% qui sont dans l'industrie, qui sont des femmes, en fait. Et on a des très beaux studios fondés par des femmes. C'est plus la même industrie, mais on a un petit peu de difficulté avec le grand public à se faire connaître. On dit souvent, si on fait, ici au Québec, dans la culture surtout, hein, si on fait un film avec un certain succès, ben, tout de suite, on se retrouve, tout le monde en parle. Mais si on vend 20 millions et si on fait le jeu de l'année, bon, on a un appel de personne, là, tu sais. Les recherchistes ne savent même pas que ça existe. C'est ça. Mais vous m'amenez sur un autre sujet parce que vous parliez de la présence des femmes dans l'industrie. Dans votre programmation, vous aviez un sujet que vous avez abordé, puis le thème, c'était redéfinir et défendre les voix queer et trans dans le jeu vidéo. Quand on pense à l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui au Québec, est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'elle est accueillante pour la diversité? On a fait une étude en 2000, attendez, on est 2024, de 2023, en partenariat avec Behavior et Abo. On a fait une étude, justement. Le but de l'étude, c'était, on fait beaucoup d'analyses économiques, de chiffres, de data, mais le but de cette étude-là, c'était de parler de nos gens, de comprendre nos gens dans l'industrie. Et on a vu que les travailleurs, les travailleuses, les gens dans l'industrie sont passionnés, ils aiment l'industrie, ils se voient grandir dans l'industrie, ils se sentent accueillis. Donc, c'était vraiment des gros chiffres, vraiment du positif, là. Mais faut pas se cacher que la diversité, c'est du travail à long terme. Il y a encore des gens n'importe où, hein, dans nos secteurs et des gens qui ne se sentent pas vraiment accueillis. Moi, je suis arrivé à la Guilde voyons, je vais y arriver, en 2022, déjà. Ça va faire 3 ans, mais déjà depuis 2020, juste à la sortie de la pandémie, un peu la Guilde avait commencé à se positionner. On a une ressource à temps plein à la Guilde, ma collègue, qui s'occupe de tout ce qu'on fait en diversité. Il y a des programmes de mentorat pour les studios, il y a un prix en DEI. Donc, je pense qu'on développe cette approche, Bruno, mais je peux pas dire qu'on est là. Je pense qu'il y a du travail à faire. Je pense que les studios, les grosses structures, c'est plus facile parce qu'ils ont l'architecture autour, ils ont les moyens de se positionner, etc. Mais je dirais que les studios, les entreprises, 50 employés et moins, c'est plus difficile pour elles. Alors, il y a beaucoup de mentorat, par exemple, qu'on fait des gros studios envers les petits studios pour essayer de faire la promotion, de s'assurer que les gens à l'interne soient plus à l'aise, se sentent mieux accueillis. Mais c'est du travail à long terme. Mais du côté produit, est-ce que c'est mieux? Ça c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Je pense que ça se développe. Je pense qu'on voit de plus en plus de jeux. Il y a une prise de conscience. Oui, tout à fait. De jeux ici au Québec. Là, je vais pas avoir d'idées en tête, puis peut-être c'est mieux de pas les nommer, là, mais il y a des studios qui sont, par exemple, ont été fondés par des femmes. Je pense à Chloé, par exemple, Lucie, avec des projets qui sont différents. C'est pas des jeux de violence, c'est pas des jeux de guerre ou des jeux d'horreur, quoi que ça c'est bien aussi, mais qui sont plus peut-être plus soucieux de l'environnement, des gens autour, etc. Puis je pense que ça commence à se démarquer. On a un jeu, par exemple, que je vais pas nommer, mais qui regarde l'histoire des Amérindiens ici, à l'arrivée des Blancs, je vais le dire comme ça.
et puis comment est-ce que ça a été vécu. Donc, c'est vraiment, on raconte une histoire à travers ces jeux-là, puis je pense que de plus en plus, il y a une certaine prise de conscience là, de ce fait-là. En terminant, Jean-Jacques, si je vous demande de regarder devant, à quoi ça ressemble les perspectives du marché du travail dans l'industrie du jeu au Québec? Ben, je vais être franc, Bruno. Je pense que les modifications que le gouvernement a proposées vont faire très mal aux petits studios, vont faire très mal aux finissants qui cherchent un emploi, et vont faire mal aux petits salariés dans l'industrie. Parce que souvent, on parle de l'industrie, puis on dit, la moyenne salariale, c'est 88 000, 90 000. Ah ouais, c'est bon, mais là, ça inclut beaucoup de grands studios avec des salariés au-dessus de 100 000, 125 000, 150 000. Mais si on prend les studios indépendants, sans employés et moins, ben, il n'y a pas beaucoup de salaires de 100 000 là-dedans. Alors, les modifications qui ont été proposées, par exemple, le fait qu'on exclut le premier 18 000 du calcul, ben, en fait, c'est un incitatif pour les studios d'embaucher un senior au lieu de 3 juniors. Alors, je pense que, et c'est la discussion qu'on a avec le gouvernement, je pense que dans les prochaines années, à moyen terme, ben, ça va être difficile de se placer dans l'industrie parce que il va y avoir des pertes d'emploi, il va y avoir des gens disponibles. Bon, on embauche encore, mais là, il y a des gens avec de l'expérience qui sont disponibles. Nous, on pense surtout, ces dernières années, on a eu quand même un bon succès de pouvoir absorber les 900 ou 1000 finissants qui sortent par année. Le VFX voit le même souci, hein. C'est pas juste nous. Alors, on a un souci pour ces jeunes et moins jeunes qui sont passionnés, qui veulent participer à cette industrie-là, et les décisions gouvernementales qui, en fait, incitent les entreprises à faire autre chose. Alors, nous, on nous dit clairement, d'un point de vue économique pour le Québec, on favorise les hauts salariés des grandes entreprises. Bon, OK, d'un point de vue idéologique, ça va. Sauf que là, vous avez des industries, que ce soit dans le VFX, que ce soit dans l'immersif, que ce soit dans le jeu vidéo, où 80% des entreprises, c'est des entreprises de 50 employés et moins. Alors, il y a un manque à quelque part, là. Mais disons, on continue les conversations, mais on n'est pas donc, pour répondre, je m'excuse, c'est un peu long, mais pour répondre directement, on n'est pas très optimiste par rapport aux disponibilités d'emploi pour des finissants et des juniors. Ça, c'est clair. Il va y en avoir, mais on ne peut pas embaucher 1000 finissants dans les prochains 18 mois dans les conditions présentes. C'est pas possible. Jean-Jacques Herman, vous êtes directeur général de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Merci d'avoir profité comme ça du Sommet international du jeu de Montréal que vous avez organisé cette semaine pour en profiter et faire un petit portrait de l'industrie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Bruno. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Cette semaine, c'était aussi l'événement InCyber qui se déroulait à Montréal. Et en visitant le salon, je suis tombé sur un exposant qui a attiré mon attention. Pierre Dudier de Game Partners est un éditeur de jeux de table un peu particulier. Dans son kiosque, j'ai découvert des jeux de cybersécurité. Vous êtes curieux? Je l'étais aussi. Voici ma rencontre avec lui. Alors, comme je viens de le dire, je marchais dans l'événement, le salon InCyber, et là, je vois Cyber Wargame, et quelle n'est pas ma surprise de voir que c'est un jeu, c'est une planche de jeu. Vous avez inventé un jeu de cybersécurité. Alors, c'est même plus qu'un jeu de cybersécurité, Cyber Wargame, parce que c'est une gamme de jeux. C'est une marque, en fait, Cyber Wargame, qui se compose de plusieurs jeux. On a Cyber Wargame, qui est notre jeu de sensibilisation pour les collaborateurs des entreprises et des organisations, qui s'adapte pour des jeunes adultes aussi, des universités. On a dans notre gamme Cyber Duel, qui est la déclinaison de notre jeu Cyber Wargame, mais là pour protéger les biens personnels. Et après, dans notre gamme Cyber toujours, on a Cyber Crisis, qui est là encore pour un public différent, parce que là, il répond à des attentes de comités exécutifs ou de comités de direction qui veulent vivre une expérience d'attaque cyber. Donc on est plutôt sur du management de crise sur ce jeu-là. Et donc on est créateur de jeux de société.
On est game designer, on n'est pas expert en cybersécurité, on est peut-être les seuls dans ce salon-là à pas l'être. Par contre, tous nos jeux s'appuient bien sûr sur une expertise qu'on va chercher en externe vers des experts. Donc notre rôle est de réussir à créer des jeux de société qui soient efficaces pédagogiquement, qui racontent une histoire, des jeux pour apprendre sur une thématique ou sur un processus comme la gestion de crise, de manière ludique. À vous écouter et à regarder la planche, j'ai l'impression que c'est un outil de simulation. Alors sur Cybercrisis, exactement. D'ailleurs, on a appris là aujourd'hui, parce qu'on ne connaissait pas, on nous compare souvent à des tabletops. Les tabletops qui sont des tests qu'ils peuvent faire comme ça. Et c'est exactement ça. Ça, ici, on est sur un outil de simulation. Mais le jeu est une simulation dans tous les cas. On utilise les jeux de formation, comme ça, aussi appelés serious game, comme ça, des jeux sérieux, pour faire des simulations de différents types. On est de l'entreprise Game Partners, parce que Cyber Wargame est une marque de Game Partners. Mais notre rôle, on a fait plus d'une 30aine de jeux, depuis 6 ans, sur plein de thématiques différentes qui vont sur des relations sociales, sur la gestion des déchets industriels, sur du RSE, sur du numérique responsable. Et là, ici, on est au InCyber de Montréal pour présenter notre gamme cyber. Et voilà, pour la 3e année consécutive. On a été au premier InCyber il y a 3 ans. Ça a pris 3 ans avant que je tombe sur votre kiosque. Je suis content. Mais là, quelle est la rétroaction que vous recevez des entrepreneurs, des entreprises, des individus qui s'amusent de façon pédagogique, ludique, avec vos jeux? Ce qu'ils apprécient, c'est qu'en l'espace de 2 heures, on les a mis en situation avant d'avoir la théorie. Souvent, on cherche à avoir des icebreakers, vous savez, dans des formations, des choses comme ça. Finalement, c'est un icebreaker peut-être de luxe à des moments, mais ça permet de rentrer de faire un icebreaker, de mettre les gens en situation de manière sympa et quand même de commencer à parler du sujet dont la formation va porter après derrière. La formation est là pour ajouter finalement de l'information un peu plus théorique, mais sur quelque chose qu'ils vont avoir vécu en l'espace de 2 heures. Et donc, de ce que je comprends, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour avoir son pied là-dedans. Vous avez tout compris. En fait, aucun de nos jeux n'a besoin de prérequis. Quand on parle de cybersécurité, de gestion de crise, vous n'avez pas besoin de prérequis, on vous fait vivre une expérience et ensuite on vous apportera le contenu. La cybersécurité, la sensibilisation, aucun prérequis, on vous raconte une histoire qui vous permet d'en apprendre plus. C'est vraiment ça notre leitmotiv. Mais le résultat, une fois qu'on a joué à votre jeu, c'est qu'on se rend compte qu'on est bien peu préparé par rapport au cybercrime ou au cyberrisque. Alors, ça peut être les deux. Ouais. Ça peut être on n'est pas bien préparé, pas suffisamment, ou autrement, ça permet de nous conforter en disant là, on est pas mal, là, on est pas mal, et on peut faire mieux ici. Voilà, c'est pas toujours un constat de dire waouh, je suis vraiment inquiet et ça va pas. En fait, il y a les deux, c'est ça. Alors, quelqu'un qui est intéressé à en savoir plus sur vos 3 titres que vous m'avez présentés, plus d'autres que vous avez mentionnés, comment on peut faire pour être en contact avec ces jeux? Alors, pour être en contact, maintenant, depuis cette année, on a la chance d'avoir maintenant une collaboratrice de Game Partners qui est localisée à Montréal. Parce qu'au bout du 3e InCyber, on a bien vu, on avait beaucoup de gens intéressés sur les 2 dernières éditions, mais depuis la France, c'est compliqué d'accompagner nos clients ou nos futurs clients. Donc là, Clélie Maezano, elle est là pour nous, pour représenter Game Partners, pour accompagner tous nos clients dans le déploiement de nos jeux, dans l'accompagnement, parce qu'à des moments, sur certains jeux, on fait des pilotes parce que là, on vous vend peut-être du rêve à des moments sur notre jeu pour dire essayez-le, ça va marcher. Le mieux, c'est de le tester. Donc Clélie est là pour aller faire des animations dans vos entreprises directement. À la suite de ça, vous prenez la décision du modèle de déploiement dans votre organisation. Soit Clélie, avec des soutiens externes, peut venir continuer à faire les animations et faire le déploiement de nos jeux dans vos organisations, quels que soient les endroits au niveau du Québec. Ou autrement, on vous donne tous les moyens pédagogiques, en tout cas, on forme vos formateurs pour que vous soyez complètement autonomes pour déployer nos solutions ludiques au niveau de vos organisations, au rythme que vous le souhaitez. Et vous parlez d'organisation, quel type d'entreprise fait appel à vos jeux? Tout type d'entreprise. Entreprise, collectivité, université. Alors là, je vous parle de l'expérience qu'on peut avoir en France. On a plus de 6 ans d'expérience. Mais même au Québec, l'année dernière, là, on a vendu des jeux Cyber Wargame dans les cégeps, Shawinigan, l'Outaouais. Clélie, là, depuis 6 mois qu'elle est là, a travaillé maintenant avec la Banque nationale du Canada, qui l'utilise, il commence à le déployer avec des super retours.
En fait, les jeux s'adaptent à tout le monde. On a notre version, notamment, on a une version qui décline la cybersécurité au niveau de la sphère privée. Et là, hier, on a eu des contacts avec le ministère de l'Éducation du Québec qui sont très intéressés par ces solutions-là parce qu'elles peuvent traiter avec des gens qui sont dans le secondaire chez vous à partir de 12 ans. Et on sait très bien qu'en cybersécurité, le plus tôt, c'est le mieux, quoi. Si on commence à les habituer à avoir une bonne hygiène, on va dire numérique, une bonne hygiène cyber, c'est comme l'hygiène de vie. Au plus tôt on commence à le faire, au mieux on sera préparé pour le futur. Merci de nous aider à mieux nous préparer. Merci beaucoup à vous, ça a été un plaisir. On va maintenant parler d'un outil qui existe pour faciliter la vie des enseignants. Vous allez comprendre. Mon prochain sujet, c'est Au-Plan. Au-Plan, c'est une plateforme numérique qui permet de créer des textes, ce que les professeurs appellent maintenant des situations de lecture, adaptés aux besoins des élèves grâce à une intelligence artificielle capable de générer des textes et des questions selon des critères spécifiques comme le niveau scolaire ou les intérêts culturels des élèves. Pour nous parler de ce nouvel outil, on va aller rejoindre le vice-président technopédagogie de Au-Plan. Bonjour, Dave Tardif. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes en train de développer une application qui veut donner un coup de main aux enseignants du Québec. Qu'est-ce que c'est exactement? On a développé depuis quelques années une application qui se nomme Au-Plan pour venir en aide aux enseignants. Comme tu l'as bien dit, notre objectif principal, c'est de faire sauver du temps aux enseignants qui en ont bien besoin. Donc, depuis quelques années, on a trouvé différents moyens d'aider les enseignants dans la structure des activités proposées en classe, rendre les élèves plus autonomes, développer des compétences d'organisation. Puis dernièrement, on a ajouté une fonctionnalité plutôt intéressante qui vient ajouter à cette valeur ajoutée-là qu'on avait déjà dans Au-Plan. L'application existe déjà, puis là, vous êtes en train de rajouter des nouvelles fonctionnalités, mais aujourd'hui, elle est utilisée par qui? Elle est utilisée par où exactement? Donc, elle est utilisée par des enseignants majoritairement au Québec, dans plusieurs régions du Québec. Puis, on développe aussi quelques projets pilotes présentement dans d'autres provinces. On a des clients dans d'autres provinces canadiennes, Manitoba, Saskatchewan, en Ontario. Puis, on a aussi des projets pilotes qui se développent en France et aux États-Unis. Visuellement ou de façon pratique, ça ressemble à quoi? C'est une application que les professeurs téléchargent et ils vont ou se branchent sur le web. Comment ça fonctionne? Oui, c'est une application web. Donc, c'est comme un site web. Les enseignants se connectent et ont accès au contenu qu'ils auront créé ou pourront piger dans notre banque de gabarits pour quelques modèles existants pour les inspirer. Puis, ils vont pouvoir les utiliser avec leurs élèves, soit projeter ce qui va avoir été créé devant les élèves, devant la classe sur les tableaux interactifs, ou on le sait, il y a beaucoup d'outils numériques disponibles dans les classes déjà. Donc, on peut aussi partager les contenus sur les appareils des élèves, les tablettes, les portables, etc. Et là, vous êtes particulièrement fier de la dernière fonctionnalité que vous offrez aux enseignants. Dans les dernières semaines, on a sorti, on voulait toujours, dans le but de toujours vouloir sauver du temps aux enseignants, on a sondé les enseignants pour savoir quels sont les grands consommateurs de temps pour un enseignant. Puis, ce qui revenait souvent, c'était de retrouver, de rechercher, de créer des situations de lecture qui sont de qualité, qui sont pertinentes, qui sont intéressantes pour les enfants. Donc, on a décidé de s'attaquer à cette problématique-là, ce besoin-là, en ajoutant dans notre application un générateur qui utilise l'intelligence artificielle, un générateur de situations de lecture complètement personnalisable selon le niveau scolaire. Pour l'instant, c'est pour le niveau primaire au Québec. Donc, personnalisable selon le niveau scolaire, selon les besoins des enseignants à ce moment-ci, puis aussi, comme je le disais, selon des thèmes qui vont plutôt intéresser les enfants, que ce soit par rapport à leur région géographique, à leur réalité culturelle, etc. là. Donc, le professeur fait une requête en donnant les thèmes et il obtient un texte? Oui, donc nous, en arrière, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a programmé, on a entraîné notre intelligence artificielle pour qu'elle réponde déjà aux critères du ministère de l'Éducation, donc selon les niveaux scolaires.
Donc, nous, on a déjà, si on veut, créé des prompts là, pour pas que l'enseignant ait besoin d'apprendre à comment communiquer avec une intelligence artificielle. Puis de plus en plus, il y a des formations dans les centres de services scolaires pour justement apprendre aux enseignants à bien l'utiliser. Nous, on a fait ce travail-là pour eux, dans le fond. Donc, ils vont seulement sélectionner leur niveau scolaire, le nombre de mots, quel temps de verbe on aimerait qu'il soit prédominant, est-ce qu'on voudrait générer des questions, quel type de questions, combien, et la seule phrase, si on veut, que l'enseignant a besoin d'écrire, c'est de quoi on veut que notre texte parle, tout simplement. Tout le reste, on l'a programmé pour lui. Et les textes sont pondus à partir de quoi? Donc, on utilise une copie de ChatGPT qu'on entraîne de notre côté. Donc, ce qu'on donne comme information à ChatGPT n'est pas disponible là, au grand public. C'est notre version locale, si on veut. Puis, on génère également des images avec l'intelligence Wall-E, donc qui est en lien avec les différents paragraphes. Chaque paragraphe va avoir une image associée pour rendre justement l'histoire encore plus intéressante pour les enfants. Et ça a été quoi comme commentaire? Parce que je présume que déjà, vous avez reçu la rétroaction des professeurs, des enseignants qui utilisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est complètement révolutionnaire. Le plus grand avantage que les enseignants nous disent, c'est que les textes qui leur sont proposés présentement sont faits pour un peu tout le monde, mais personne en même temps. Ce que je veux dire, c'est que un enfant qui habite sur l'île de Montréal, qui n'a jamais sorti de l'île, va avoir le même texte que quelqu'un qui est complètement au nord du Québec ou en Gaspésie ou dans la Beauce ou peu importe. Donc, nos textes, le fait qu'on puisse les personnaliser selon des thèmes. Par exemple, je discutais avec une directrice aujourd'hui qui m'a fait générer un texte sur la chasse en Gaspésie parce que les enfants accompagnent leurs parents à la chasse. C'est naturel pour eux de faire ça. Donc, on a généré un texte qui parle exactement de ce thème-là. Puis ça, c'est le plus grand avantage qu'on voit présentement avec notre outil, c'est de venir chercher l'intérêt des élèves qui sont surexposés à du matériel sur demande à la maison. Et là, à l'école, ils sont toujours pris avec des textes statiques, qu'on pourrait dire. Donc, avec notre outil, ça permet de personnaliser et de rendre ça tout ça très intéressant. Est-ce que vous avez eu des réactions de la part du ministère de l'Éducation? Pas encore. On communique avec eux, ils savent qu'on existe, ils sont au courant qu'on a sorti cette application-là, cette nouvelle fonctionnalité-là. Cependant, on n'a pas eu de communication directe avec eux. Prochainement, je participe à un congrès. Il va y avoir des représentants du ministère qui vont parler de leur projet en intelligence artificielle. Donc, je vais en profiter pour aller les rencontrer, effectivement. Bel exemple d'utilisation de l'IA. Dave, si quelqu'un est curieux d'aller voir l'outil de plus près, comment on peut mettre la main ou être en présence de cet outil-là maintenant sur le web? Oui, sur notre site Internet, c'est quand même bien décrit toutes les fonctionnalités de notre outil, donc auplan.ca. Ceux qui veulent l'essayer gratuitement, donc c'est auplan.app, app comme application. Donc, tout est web. Puis, moi, dans le fond, sur le site Internet, vous êtes capable de nous rejoindre si vous voulez des formations, des présentations dans les écoles. Je fais ça régulièrement. C'est ça mon travail principal, de faire des présentations aux enseignants, aux directions. Donc, ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer dans votre école au besoin. Dave Tardif, vice-président éducation pour Auplan, merci beaucoup puis félicitations. C'est encore une belle illustration de ce qui peut être fait et qui peut aider les enseignants. Merci. Merci, Bruno. Autour maintenant de Liette Lamonde, la directrice générale de Prompt. Cette semaine, elle s'entretient avec Mathieu Lavoie de Flair pour parler d'une solution qui permet de surveiller en temps réel les risques liés aux cybermenaces sur le Dark Web ou le Clear Web. Bonjour, bienvenue à notre 4e épisode. Je suis Liette Lamonde, DG de Prompt. Ce mercredi, j'ai participé au forum InCyber en tant que conférencière. On a mis en lumière 2 entreprises innovantes dans le domaine de la cybersécurité. Et j'ai le plaisir de vous présenter l'une d'elles. Je suis donc avec Mathieu Lavoie. Bonjour Mathieu. Bonjour Liette. Mathieu, tu es le cofondateur de Flair, oui. Une entreprise qui offre une solution tout en un de gestion de l'exposition aux cybermenaces qui simplifie donc la détection puis la prévention des cybermenaces externes. Dis-moi, parce qu'on se tutoie, comment vous faites cette détection? OK. C'est ça. En fait, c'est une manière complexe de dire qu'on regarde pour les données d'une entreprise qui sont exposées à l'Internet ou à des réseaux illicites. Donc, on va surveiller, on va collecter sur une base quotidienne
le plus de communication, le plus d'échanges d'informations entre cybercriminels sur les communautés illicites. Okay. Les documents, on va regarder aussi à l'intérieur, on va voir est-ce qu'il y a des choses qui nous indiquent qu'il y a des menaces, qu'il y a des attaques en cours ou qu'il y a des brèches d'informations qui sont partagées et comment on est capable de prendre cette information-là pour la ramener aux bonnes organisations pour qu'elles puissent rapidement en être alertées et prendre action. Mm-hmm. Donc, on parle en anglais « actionable intelligence ». Ah oui, OK. Donc, l'intelligence sur des cybermenaces. Puis, on le fait aussi pour toutes les données sur le web clair. Donc, aussi, malheureusement, ça arrive qu'il y a de la divulgation d'informations par des employés, pas de manière malicieuse, mais de manière accidentelle. Ça arrive, puis on va aussi surveiller différents recoins de l'Internet pour voir est-ce qu'il y a des données d'entreprise qui ont été publiées sur ces différents sites web-là, ces différents canaux de communication-là qui n'auraient pas dû s'y retrouver. Super intéressant. Puis, qu'est-ce qu'il y a comme innovation derrière ce projet-là? Parce qu'on aime bien parler d'innovation chez Prom. Ouais. C'est une bonne question parce que quand on a parti l'entreprise, on était beaucoup plus en détection de la fraude, en lutte au blanchiment d'argent. On surveillait vraiment beaucoup les communautés de crimes financiers. Okay. Puis on rapportait cette information-là. Puis l'approche qu'on a eue, puis je pense que c'est encore quelque chose qui est innovant de notre côté. Puis en fait, je le sais avec certitude parce que présentement, c'est notre différenciateur fort si on est en compétition au niveau mondial. C'est qu'on contrôle toute la chaîne de l'information, de la collecte d'informations, de la structuration, de la déduplication, de la corrélation et de la présentation de la donnée. Et tout ça de façon complètement automatisée. Okay. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus difficile, c'est de développer cette approche-là qui est automatisée et de pouvoir grandir la collecte en ajoutant plus de machines puis pas plus d'humains. Ouais. Puis la différence, les gens nous disent, je sais pas où est-ce que vous trouvez vos données, mais c'est différent de qu'est-ce qui est sur le marché. Parce que justement, on n'achète pas des jeux de données déjà préfaites, on les bâtit nous autres mêmes. On est en mesure d'être agile lorsqu'une nouvelle source d'information qui est pertinente pour nos clients, capable d'ajouter rapidement à la collection, d'aller chercher l'information rapidement. Ah, c'est super intéressant. Puis, vous en êtes venu à cette innovation-là, comment, puis à Flair en bout de ligne, qu'est-ce qui a été le déclencheur de la création de tout ça? Oui, en fait, au niveau de la déclencheur, la raison, c'est vraiment pas une raison de TED Talk. Je pense que les cofondateurs, on voulait partir une entreprise. C'était plus une question de si on le faisait pas, on allait le regretter, plutôt qu'une idée magique qui nous est apparue, puis on se dit, ah oui, il va absolument faire ça. Puis l'approche qu'on a fait, c'était l'approche, on est majoritairement des ingénieurs, donc l'approche très analytique de la chose, c'est-à-dire on va collecter les données, on va faire ça de la bonne manière, de manière où est-ce que ça peut, en anglais, scaler, où ça peut vraiment grandir. Donc, on va essayer de bâtir sur des bases solides. Puis on a investi beaucoup de temps et d'efforts à bâtir un système qui était modulable, qui pouvait grossir avec nous et qui était bâti. Enfin, on a bâti sur des bases solides de l'entreprise, puis maintenant, on voit vraiment les gains de ça. Oui, c'était la bonne méthode, je pense. On aime bien parler de collaboration aussi. Je sais que vous avez fait des collaborations, entre autres un projet qu'on a financé avec Flair et une institution financière. Ça donne quoi, ça, de faire des projets de collaboration avec le milieu académique ou avec des centres de recherche pour une organisation comme vous? C'est quoi les grandeurs et les misères de ça? Lorsqu'on a fait de la collaboration, on était encore une entreprise post-financement seed. Donc, on était quand même très, très jeune comme entreprise. Donc, c'est sûr que d'avoir un grand joueur qui vient faire un projet de collaboration avec nous, pour nous, c'est aussi une reconnaissance de la technologie, une reconnaissance de la crédibilité. Ça nous permettait d'avoir accès à des ressources, à comprendre le besoin, à évoluer avec eux. Ça nous permettait aussi de faciliter la relation d'affaires au début pour l'entreprise. Donc, l'entreprise avait un incitatif à faire affaire avec une entreprise qui était innovante. Et à prendre, entre guillemets, un pari sur nous. Donc, parce qu'il y avait un chercheur aussi d'impliquer là-dedans? Ou... Non, simplement. Il y avait du financement. Il y avait du financement, il n'y avait pas nécessairement de recherche à ce niveau-là. Il n'y avait pas de chercheurs académiques à ce niveau-là. C'est vraiment une collaboration entre grande entreprise et petite entreprise. Donc, vraiment, ça nous a aidé à comprendre le besoin, à avoir accès à des ressources, aller chercher une certaine crédibilité, réputation aussi. Et d'aller chercher aussi... de part et d'autre, ça permettait d'un montage financier qui faisait du sens pour les deux parties. Ça nous permettait d'aller chercher du revenu récurrent. Puis on sait au début, toutes les entreprises en démarrage, c'est un indicateur d'attraction. Tout à fait. Donc, ça vous a donné un client qui était là pendant quelques années aussi après. Oui, exactement, qui a continué après ça la relation. Donc, c'est sûr que pour ça aussi, c'est l'avantage de bâtir une relation, d'avoir un engagement, puis après ça, de pouvoir bâtir cette relation-là.
Tu as parlé des avantages, mais je suis certaine qu'il y avait aussi des difficultés. Ben, comme tout projet de recherche, c'est sûr qu'on avait un peu la situation David comme Goliath. La notion de urgence n'est pas la même. On est une compagnie établie puis une compagnie qui est en mode survie. Oui. Donc, c'est sûr que pour certains projets, c'était plus complexe, avoir les rencontres avancées. On est un peu dépendant aussi du que j'appelle le court terme des grandes entreprises. Ça veut dire que c'est plus leur court terme équivaut peut-être à notre moyen terme, disons ça comme ça. On n'est pas au même rythme. On n'est pas au même rythme. Donc, ça, c'était quand même des difficultés. Puis après ça, c'est toujours la navigation il y a quand même des règles, des gestions de gouvernance. C'est sûr que c'est normal qu'il y ait ça dans des grandes entreprises. C'est juste que pour des petites entreprises, des fois, c'est ça peut être frustrant. difficulté. C'est bien quand le grand joueur appuie plutôt que de demander. Faut que tu sois là, je vais t'aider à être là, plutôt que faut que tu sois là, sinon je ne peux pas entrer avec toi. Ouais. La difficulté dans les gros projets aussi comme ça, c'est que des choses changent d'un point de vue startup. Oui, à vitesse grand V. À vitesse grand V. Des fois, le projet initial n'est jamais le projet final. Donc, pour Prom, ça a bien été. On a réussi à ajuster quand même la cible, d'aller chercher quand même du financement, mais des fois, dans certains financements, si le projet présenté initial n'est pas rempli, les objectifs ne sont pas atteints. Puis c'est ça, c'est plus complexe. Donc, à ce niveau-là, non, ça a bien été. Pour ça, ça a été quand même relativement facile de naviguer puis de mettre à jour le projet en disant, finalement, ça ne fonctionne pas. Dans une start-up aussi, il y a toujours la notion de coût d'opportunité. Et puis, on se rend compte que oui, OK, on est allé chercher un financement, c'est un projet qui fait du sens, mais le temps qu'on met là-dedans, c'est ça. Ouais. Si on fait ça, on ne fait pas d'autre chose. Oui, ça peut être un divertissement aussi. Il faut bien choisir ce qu'on va faire comme projet. En bout de ligne, aujourd'hui, quel impact vous trouvez que Flair a, par exemple, auprès de ses clients, auprès de la société, à la limite, tout là? C'est sûr qu'auprès des clients, on fait ça pour avoir un impact direct sur le cybercrime. On cherche à enrayer le cybercrime de certaine manière. C'est ce qu'on sait. C'est pas mal déjà. Hein? Donc, c'est sûr que notre approche, c'est l'approche qui est protéger les organisations, leur dire rapidement, voici l'information qui pourrait être utilisée par un cybercriminel pour éviter certaines attaques. On le fait aussi d'un point de vue de société. On va donner nos licences à des organismes à but non lucratif qu'on choisit. Donc, 24 organismes à but non lucratif à une échelle mondiale, c'est pas uniquement au Québec, pour s'il y a une utilisation qui peuvent en faire des données ou même protéger leur organisation à but non lucratif, nous, on va donner, en fait, pas pratiquement, on va donner la licence et le support aussi. On va aussi le faire en mode géré. C'est un beau geste, je trouve. Dis-moi, en conclusion, c'est quoi ta motivation, toi, à continuer à innover? Puis qu'est-ce qui te rend fier dans ce que vous avez accompli? Moi, ma motivation, c'est l'innovation à la base. C'est mon plus gros motivateur de partir d'une entreprise, de dire ce problème-là n'a jamais été répondu de manière adéquate depuis ce temps-là. On va rentrer dans... Je vais en trouver une solution. Je vais changer radicalement la manière de voir les choses, puis je vais vous dire, voici comment on aurait dû le faire depuis le début. C'est un peu cette motivation-là de ça. Puis je pense que, d'une certaine manière, on réussit à avoir ça. Même d'un niveau mondial, on stimule l'intérêt de beaucoup de nos compétiteurs, de beaucoup de clients de point de vue mondial en disant c'est qui eux, de ce qu'ils viennent. Ouais. Donc, de certaine manière, je pense qu'on réussit à atteindre notre objectif initial de disrupt en anglais une certaine industrie qui était plutôt conventionnelle. Bravo pour ça, Mathieu. Je te remercie pour cette conversation. Merci beaucoup. Merci à vous. En conclusion, les menaces numériques, là, vous le savez, sont en constante évolution, mais des mesures efficaces peuvent être prises pour sécuriser votre organisation. Prom soutient financièrement des entreprises innovantes au Québec, comme Flair, ce qui vous permet de bénéficier des meilleures solutions locales. Alors, ne laissez pas les cybermenaces compromettre la pérennité et la réputation de votre entreprise. Il y a des solutions ici pour vous aider. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Autour de mes collègues, on commence avec Stéphane Berthomin qui s'intéresse à 2 sujets cette semaine. Une nouvelle étude qui porte sur le podcast natif et le fournisseur d'hébergement de podcasts français Ocha qui propose une nouvelle fonctionnalité utilisant l'IA pour optimiser les podcasts. Bonjour mon cher Bruno, bonjour chères auditrices et auditeurs de Mon Carnet. C'est la seconde édition de la chronique du Podcastologue. Je suis Stéphane Berthomet et dans cette chronique, je veux vous parler d'une étude qui a été menée sur le podcast natif. Et là, non, je ne parle pas de l'étude du CSA qui a été divulguée
au Paris Podcast Festival, puisque cette étude, j'en ai parlé dans la première chronique qu'on a fait avec Bruno depuis Paris du Podcastologue, que vous pouvez d'ailleurs réécouter bien entendu, mais je vous parle d'une autre étude qui a été menée à la demande de CMI Média. CMI Média, c'est un immense groupe de presse français qui est aussi un groupe de digital, qui a des marques digitales, des marques numériques, Femina, Elle, Marianne, Télé 7 jours, etc. Donc c'est une multitude de magazines. Et justement, CMI Média, que je remercie parce qu'ils m'ont fait accéder gracieusement à l'étude complète. C'est une étude qui est très, très, très détaillée, qui fait 48 pages sur le podcast natif. Et donc, je vais vous parler de quelques points essentiels de cette étude que je vous encourage à demander chez CMI Média si jamais vous êtes une marque ou si vous êtes une agence ou si vous êtes un podcasteur professionnel ou une podcasteuse professionnelle, parce que vous y trouverez beaucoup d'éléments intéressants, en particulier sur les liens entre les marques et le podcast natif. Alors, je vous passe les éléments classiques de l'étude sur les auditeurs et auditrices de podcasts classiques. On les connaît, de podcasts natifs, pardon, on les connaît. Ce sont des gens qui ont une tranche d'âge entre 25 et 49 ans, qui sont d'un niveau socio-culturel un peu plus élevé que la moyenne, qui vivent en agglomération, etc. Ça, c'est des statistiques que tout le monde connaît. Cette étude, d'ailleurs, elle a été menée sur un peu plus de 1500 personnes, des individus représentatifs entre 18 et 59 ans. Non, ce qui est intéressant, ce que je retire moi de cette étude, que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est d'abord le fait que on a sollicité l'avis des gens sur leur connaissance de certains termes. Et je crois que les termes ont vraiment de l'importance, puisqu'on se rend compte que 39% des gens connaissent le terme podcast natif, ce qui est beaucoup et peu à la fois, et 65% des gens connaissent le terme podcast radio. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais c'est quand même surprenant, en tout cas en ce qui me concerne, de découvrir que les gens connaissent plus le terme podcast radio, qui en fait est la rediffusion d'une émission de radio qui a été soit refabriquée, re-réalisée, remontée pour entrer dans le format d'un podcast, et donc à laquelle on a supprimé le plus souvent les publicités qui passent à la radio. Donc les gens connaissent plus le terme podcast radio que le terme podcast natif, ce qui est surprenant et ce qui me surprend. Pourquoi ? Parce que le podcast, il est natif par essence, c'est-à-dire qu'il est né en tant que contenu audio natif, et que ensuite on a rediffusé des contenus, qu'on a créé différentes formes de podcasts qu'on peut aujourd'hui qualifier de podcasts radio, qui sont en fait de la rediffusion de contenu. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que le terme podcast radio est très connu. Alors il est très connu vraisemblablement parce que le podcast radio est la forme de podcast qui domine beaucoup en France, puisque cette étude a été menée en France. Un autre point intéressant que je voulais vous souligner dans cette étude, parce que encore une fois, c'est une étude très très détaillée qui parle notamment du podcast de marque et de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le podcast de marque. Il y a des choses très intéressantes sur ce que les gens attendent de l'écoute d'un podcast de marque. Je vous livrerai pas tous les détails de l'étude parce que je vais vous laisser le plaisir de la demander et de la lire, mais il y a plusieurs éléments intéressants, comme le fait que les gens attendent principalement des conseils pratiques et des solutions et des astuces et des informations sur les nouveaux produits. J'ai trouvé que c'était quand même un élément assez intéressant de l'intérêt qu'ont les gens pour le podcast de marque, pour le podcast qui est fait par une marque, c'est que ils veulent recevoir pas seulement des nouvelles de la marque, mais oui aussi ils veulent recevoir des nouvelles de la marque et des produits, mais des conseils et des astuces. Donc c'est un angle éditorial évidemment qui est très utilisé dans le podcast de marque, mais qui valait le coup d'être souligné. On parle évidemment aussi de témoignages de clients, d'entrevues avec des experts, etc., etc. Des coulisses de la marque. Ça, ce sont des choses qui attirent beaucoup les gens. Alors voilà, pour cette étude Toluna Harris Interactive TMTE, je vous recommande de la solliciter si ça vous intéresse auprès de CMI France, CMI Média. Je vais maintenant passer à mon autre sujet parce que je voulais absolument vous parler de l'évolution de Ocha, de ce que Ocha appelle Ocha Intelligence, la nouvelle fonctionnalité qui optimise la visibilité de votre podcast. Alors, comment elle l'optimise ? D'abord, en fait, c'est un ensemble de nouveaux services qui sont basés évidemment sur l'intelligence artificielle. Et ces services, ce sont lesquels ?
Ce sont des services de transcription. D'abord, des transcriptions modifiables et enrichies. Qu'est-ce que ça veut dire une transcription modifiable et enrichie? Ça veut dire que le logiciel fait la transcription de vos épisodes, mais vous pouvez la modifier et l'ajuster. Ce qu'il faut dire aussi du côté de ces services de Ocha, c'est qu'ils sont adaptés aux métadonnées de votre podcast. C'est quoi les métadonnées? Les métadonnées, c'est toutes les informations, qu'elles soient textuelles ou contextuelles, de votre podcast et qui sont déjà entre les mains d'Ocha puisque votre podcast est enregistré chez eux. Donc, quand vous utilisez la solution d'intelligence artificielle de Ocha, elle se sert de ces métadonnées, elle se sert de la connaissance générale de votre podcast pour ajuster les réponses, pour ajuster le travail qui vous est fait et qui vous est délivré pour qu'il soit le plus proche possible de votre contenu et qu'il soit le plus ajusté à votre contenu, ce qui va jusqu'à une personnalisation un peu du ton et du style du résumé qui vous est fait. Ça évite beaucoup d'erreurs, ça évite le fait que on parle de quelque chose qui concerne pas vraiment votre podcast. Donc c'est quand même très très judicieux de leur part d'avoir dans l'écosystème Ocha et dans votre écosystème finalement de vous offrir une solution qui vous permet d'avoir des réponses qui touchent exactement à la nature de votre contenu. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne donc des suggestions de titres qui sont évidemment plus pertinentes que si vous alliez les faire à l'extérieur de l'écosystème Ocha, des descriptions détaillées qui sont optimisé pour le référencement, puisque vous savez que Ocha a déjà mis en place depuis longtemps le Podcast Search Optimization, le PSO, qui est l'autre sorte de plateforme qui optimise vos contenus avec des mots-clés. Ça vous propose des hashtags sur mesure, ça vous propose aussi un chapitrage et ça vous génère des newsletters qui sont en lien avec votre sujet et les réseaux sociaux, les posts des réseaux sociaux, ça existait déjà, mais si je comprends bien, il y a une amélioration qui est liée justement au fait qu'on utilise vos métadonnées. Alors, c'est vraiment un ensemble de services qui est très intéressant. Je n'ai pas le détail de savoir à qui sont ouverts l'ensemble de ces services, mais si vous avez un abonnement de niveau moyen, payant en tout cas, vous devriez y avoir accès. Je trouve que c'est une évolution qui mérite d'être soulignée. Ocha est un hébergeur français qui fournit des services en français, qui fournit un service à la clientèle en français. Ce sont des services qui sont de plus en plus intéressants, de plus en plus pertinents. Il y a deux grandes écoles pour moi dans l'hébergement d'un podcast. Soit vous allez chercher un hébergement pas cher, voire en fait gratuit, et vous demandez pas un lot de services incroyable. Soit vous allez vers des services payants et vous vous attendez à ce qu'il y ait justement des solutions complémentaires. Et là, en la matière, Ocha, il vous propose tout un tas de services qui sont vraiment intéressants. Je vous précise que cette chronique et cette référence à Ocha n'est absolument pas sponsorisée. Il n'y a pas de partenariat particulier avec Ocha en ce qui me concerne. Alors voilà, ça met fin à cette chronique. Je vous salue toutes et tous et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine chronique du Podcastologue sur mon carnet. C'était Stéphane Berthomé. Bye bye. Grand voyageur du numérique devant l'éternel, Stéphane Ricoul nous propose un petit tour du monde des apprentissages de l'IA par des groupes de personnages plutôt inusités. L'intelligence artificielle est en train de vivre une ultra-démocratisation sans précédent, transformant la manière dont les individus et les communautés interagissent avec la technologie. Alors que l'IA était autrefois perçue comme un domaine réservé à des experts et à des entreprises technologiques, elle devient désormais accessible à un public diversifié. J'ai voulu, à travers cette chronique, regarder l'essor de l'IA par le prisme d'initiatives variées et surtout originales, témoignant de son potentiel à transformer des vies, à améliorer la qualité de vie et à offrir de nouvelles opportunités. Mais vous allez voir que, dans des contextes aussi divers, cette ultra-démocratisation de l'IA soulève bien des préoccupations éthiques et sociales, nécessitant une réflexion approfondie sur les implications de son intégration, sur les enjeux d'inclusion, de diversité et de formation, même si l'IA peut être utilisée pour répondre aux défis du monde moderne. Allons-y donc pour un petit tour du monde sympathique et commençons notre voyage par la Finlande, qui s'est doté d'un programme de réinsertion novateur permettant aux détenus de 3 prisons de s'initier à l'intelligence artificielle
en participant à l'étiquetage et à la classification de données pour l'entraînement de logiciels. Cette initiative, menée en collaboration avec une start-up, offre aux prisonniers la possibilité de développer des compétences numériques essentielles pour leur réinsertion, tout en réduisant les risques de récidive. Les participants apprennent non seulement les bases de l'IA, mais également comment cette technologie peut être appliquée dans divers domaines professionnels. Le programme a suscité un intérêt considérable dans d'autres pays nordiques et européens qui envisagent de l'adopter ou de s'inspirer de ses principes. Les autorités finlandaises estiment désormais que l'acquisition de compétences numériques peut jouer un rôle clé dans la réhabilitation des détenus, leur permettant de mieux s'intégrer dans la société à leur sortie. Après la manufacture de meubles, de produits en métal ou de cuir ou encore de chaussures, qui sait, peut-être verrons-nous aussi nos prisonniers au Canada se former à l'intelligence artificielle. À présent, passons de la Finlande à la Corée du Sud, où l'intelligence artificielle est mise au service des seniors, figurez-vous, pour lutter contre la solitude, un problème de plus en plus courant dans les sociétés vieillissantes. Grâce à des enceintes connectées, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent interagir avec un assistant virtuel, écouter de la musique, recevoir des rappels de médicaments et rester en contact avec leurs proches. Ce dispositif innovant est particulièrement utile pour les personnes vivant seules, leur offrant un compagnon virtuel pour les aider à traverser la journée. Alors, bien sûr, cette approche soulève de nombreuses questions éthiques sur le remplacement du contact humain, mais elle a au moins le mérite de démontrer comment l'IA peut répondre à des besoins sociaux cruciaux comme favoriser l'interaction sociale pour se sentir moins isolé et plus connecté au monde qui les entoure. Il me semble que pendant la pandémie, nos CLSC s'en seraient bien dotés. Je vous emmène maintenant sur le continent africain, puisque l'IA est perçue comme un puissant levier de développement. Amal El Fallah Segrouchni, experte en IA et directrice de l'AI Movement au Maroc, affirme que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est adaptée aux réalités locales, peut contribuer à la réalisation de 79% des objectifs de développement durable. Un constat qui souligne l'importance d'une approche locale et contextuelle dans l'application des technologies d'IA. Son centre forme des jeunes talents africains à l'intelligence artificielle, dont de nombreuses femmes, mais en mettant l'accent sur une IA éthique et inclusive qui répond aux besoins spécifiques des populations locales. En formant des individus aux compétences technologiques, cette initiative permet non seulement de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi de créer des solutions locales à des problèmes spécifiques tels que l'agriculture, la santé et l'éducation. Des groupes d'artisans en Afrique, comme des tisserands ou des sculpteurs, s'associent à des experts en IA pour préserver et promouvoir leur patrimoine culturel à travers des projets numériques alliant techniques traditionnelles et innovation technologique. Du côté de la Jordanie à présent, plus précisément dans des camps de réfugiés, comme celui de Zaatari. Ce sont des organisations non gouvernementales telles que Oxfam, le Croissant Rouge jordanien ou encore UNICEF, qui proposent divers programmes éducatifs incluant des ateliers sur l'intelligence artificielle. Ces programmes visent à aider les enfants réfugiés à développer des compétences numériques, leur offrant ainsi de meilleures perspectives d'avenir. Ils sont conçus pour donner aux jeunes les outils nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus technologique, malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Et après ça, chez nous, certains résistent encore à vouloir apprendre à utiliser l'IA. Mais bon, c'est un autre débat pour une autre fois. En Amérique latine aussi, il existe plusieurs initiatives qui enseignent les bases de l'intelligence artificielle à des jeunes de quartiers défavorisés, notamment au Brésil et au Mexique. Ces programmes se concentrent souvent sur des projets ayant un impact local comme des applications de sécurité ou de santé. Par exemple, au Mexique, des programmes éducatifs ont été mis en place pour former les jeunes aux compétences numériques et à l'IA en mettant l'accent sur des solutions locales mais aussi éthiques. De même au Brésil, où des initiatives similaires visent à intégrer les jeunes dans le monde de la technologie et à les préparer à des carrières dans ce domaine que l'on sait en pleine expansion.
Ces efforts sont essentiels pour réduire les inégalités et offrir de meilleures perspectives d'avenir aux jeunes issus de milieux défavorisés. J'arrête mon tour du monde ici, histoire de me laisser un peu de temps pour aborder les enjeux éthiques dans toutes ces belles initiatives que je viens de présenter. L'utilisation de l'intelligence artificielle auprès de prisonniers, de seniors, de réfugiés ou de jeunes interroge sur la surveillance, le risque de substitution du contact humain et la dépendance. Dans le cas des détenus, si je prends cet exemple, parce que c'est déjà un sujet de débat, c'est sur la question de l'exploitation potentielle des individus dans des programmes de travail, même bénéfiques que cela porte. Les défenseurs des droits humains soulignent depuis longtemps l'importance de garantir que ces initiatives ne deviennent pas des outils d'exploitation ou de contrôle. Autre exemple, la dépendance accrue à la technologie pour les interactions humaines essentielles, comme celle des seniors avec leurs proches, pose la question de l'impact à long terme sur les relations interpersonnelles. Si l'IA peut apporter des bénéfices immédiats, il est crucial d'évaluer ses conséquences sur la société dans son ensemble. Les enjeux d'inclusion, de diversité et de formation des jeunes générations sont eux aussi cruciaux pour le développement futur de l'IA. Les experts insistent sur la nécessité de former les enfants et les adolescents à cette technologie afin qu'ils comprennent ses fonctionnements, ses limites et ses implications éthiques, et qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour naviguer dans le monde de plus en plus technologique. Promouvoir une IA inclusive, qui prenne en compte les besoins de tous les enfants, est essentiel pour un développement harmonieux et implique de veiller à ce que l'accès à l'éducation et aux ressources technologiques soit équitable afin que personne ne soit laissé pour compte. À travers tous ces exemples et réflexions, on comprend que si l'IA offre d'innombrables opportunités, elle doit être abordée avec prudence. Les chercheurs et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour établir des réglementations et des normes éthiques qui guident le développement et l'utilisation de l'IA, doivent encourager son apprentissage tout en promouvant une réflexion éthique pour garantir que cette technologie bénéficie à tous. Les gouvernements, les entreprises et les ONG ont tous un rôle à jouer dans la création d'un environnement où l'IA peut être utilisée de manière responsable et bénéfique. Cela nécessite certes un dialogue ouvert entre toutes les parties prenantes, ce qui n'est pas évident, mais c'est le seul moyen de s'assurer que les besoins et les préoccupations des communautés sont pris en compte dans le développement de solutions basées sur l'intelligence artificielle. Donc, l'IA représente un potentiel de transformation sociale et économique à l'échelle mondiale. En observant des initiatives innovantes qui s'attaquent à des défis réels et variés, il devient évident que l'IA peut jouer un rôle central. Une promesse s'accompagne malgré tout de défis éthiques et pratiques qui doivent être adressés avec sérieux. En plaçant l'inclusion, la diversité et la formation au cœur des discussions sur l'IA, il est possible de construire un avenir où cette technologie profite à tous, tout en respectant les valeurs humaines fondamentales. L'avenir positif de l'IA dépendra donc de notre capacité à naviguer dans des eaux complexes en équilibrant innovation et éthique pour un développement harmonieux et durable. C'est le temps d'aller voir mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX, oui, mais on parle aussi de design industriel. Oui, exactement. Puis le design industriel est quand même la base du UX. Hein. C'est quand même beaucoup eux, à travers le temps, qui ont mis en place des méthodologies qu'on a repris après ça dans le numérique. Et là, je parle avec François Gélina de la compagnie Cléo, avec laquelle on a déjà eu une entrevue avec Maude. Et c'était super intéressant. Mais là, on parle avec François parce que François va faire une conférence à UXC, la conférence du Tech 3 Lab, qui va avoir lieu le 8 novembre prochain. Et il va venir nous parler d'un appareil qu'ils ont conçu chez Cléo pour traiter le cancer. Et ce qui est intéressant là-dedans, puis je pense qu'on voit rarement quand même en médecine, c'est qu'ils ont tenu compte des patients, ils ont tenu compte aussi du personnel de l'hôpital avec leur méthodologie UX, design industriel, UX, facteurs humains, ont été impliqués en observation terrain pour le faire. Et c'est ça qu'ils nous racontent dans l'entrevue. Tu gardes quoi de cette entrevue-là, toi? Le design industriel, comme je disais, il était à la base de nos méthodologies. Et là, on dirait que ça repollinise, ça revient vers le design industriel, des méthodologies qu'on a appliquées à la dure dans 20 ans d'évolution du numérique où
on l'a pas eu facile de comprendre comment ça fonctionnait au début, puis de vouloir créer des gros systèmes, créer des méthodologies, adapter plein de trucs. Ben là, tranquillement, on l'a vu, on le voit à travers plusieurs entrevues que j'ai faites dans les derniers mois, même les dernières années, que ça revient vers des corps de métier qui ont pas ça naturellement et qui sont appliqués comme on le fait, c'est-à-dire on fait de l'atelier, on fait de la recherche, on fait du prototypage, rincer, recommencer, pour pouvoir avoir des projets qui tiennent la route. Et parfois, ben c'est pas nécessairement des projets numériques. Mais c'est intéressant parce que, dans le fond, tu disais au début que le UX numérique a pris ça de l'industriel, mais là, il est en train de remettre ça dans les gens, notamment de l'industriel ou de d'autres secteurs, mais bonifié avec 20 ans d'évolution. Quand même pas rien, hein? Et on le voit prendre de la place aussi dans le domaine des affaires, hein, tout ce qu'on appelle le design thinking, même si le design n'est plus tant présent nécessairement quand il est appliqué par des gens qui ne sont pas designers à la base, mais le design thinking a une grosse place maintenant sous la forme d'ateliers dans les grandes entreprises. Donc, il y a ce retour dans les grandes organisations. On a de toute façon, nous, en tant que UX, dans le numérique, encore beaucoup de travail à faire parce qu'on n'est pas acquis. On n'est pas une saveur acquise. C'est encore beaucoup analyse d'affaires, analyse fonctionnelle, les développeurs, les chargés de projet. Eux sont les essentiels pour construire un projet numérique. Le UX est toujours un peu encore pas nécessairement admis dans tous les projets ou facultatif, mettons. Ah, mais ça fait quand même des années que tu nous démontres qu'il fait la différence dans les projets. Jean-François, on va aller écouter cette entrevue que tu as eue avec François Gélina. Et puis d'ailleurs, je tiens à souligner, les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, je pense que parce que tu parlais de Tech3 Lab, là, leur événement, je pense que tu as un rabais que tu vas mentionner sur Exactement, ça va être pour les 15 premiers arrivés qui vont utiliser le code. Il reste quelques billets pour la conférence de la semaine prochaine. Et j'ai un code que je vais partager donc sur les réseaux sociaux pour l'événement qui est sur Eventbrite. Excellent. Ben Jean-François, merci pour cette rencontre avec François Gélina. On l'écoute à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bye. Pour la petite histoire, en fait, Cléo a été fondée en 2005. Donc, par deux ingénieurs électroniques à la base, donc, qui avaient les ambitions de faire une firme de développement de produits technologiques. J'ai un collègue, donc ingénieur mécanique, Sébastien Cossette, qui, à l'époque, on a décidé de s'associer à Cléo pour offrir des services complémentaires. Donc, le design industriel, puis moi, je suis designer industriel. Donc, design industriel, ingénierie mécanique. Puis, depuis ce temps-là, effectivement, Cléo, on est devenu une firme de développement technologique, mais plus spécifiquement pour des produits médicaux. Donc, dès le départ, ils ont cru à mélanger deux genres qui ne sont pas toujours compris ou qui ne se comprennent pas nécessairement, soit l'ingénierie, puis le design industriel ou le design en général. Qu'est-ce qu'il leur a dit, on va miser là-dessus? Parce qu'en principe, pour livrer un produit médical, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il sauve des vies, du moins, il ne faut pas qu'ils en perdent. Pourquoi ils se sont dit, dès le début, on va embarquer des gens qui sont capables de transformer ça un peu au-delà du produit d'ingénierie? Oui, tout à fait, parce que on a vécu ces défis-là de façon, disons, séparée à l'époque, là, avant qu'on crée cette association-là. Puis on s'est rendu compte justement des défis que ça comportait, que d'avoir des gens en sous-traitance qui avaient tantôt leurs propres préoccupations plutôt que d'avoir une préoccupation commune, qui est vraiment centrée sur la réussite de ce projet-là. Donc, c'était l'ambition d'Alexis Bilodeau de dire, moi, je pense que je veux tous les services sous le même toit pour être capable de garantir cette qualité-là aux clients. Puis, il y avait des modèles qui existaient déjà beaucoup aux États-Unis, de ce genre de firme-là, très peu au Canada. Puis, ça a rapidement été un succès pour les entreprises locales, mais aussi les entreprises canadiennes. Puis là, maintenant, on est assez bien implanté aux États-Unis, justement, parce que les grandes compagnies qui font du développement médical, ils cherchent ce genre d'entreprise-là qui intègre. Puis même, je dirais, c'est un aspect que nous, on ne fournit pas, qui est la fabrication des produits comme tels. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que les compagnies veulent ça. Donc, avoir une entreprise qui est capable de tout gérer sur le même toit, c'est un grand bénéfice pour les clients. Mais je te ramène encore sur le fait que ton président, il a dit quelque part, ça prend des designers, je sais que c'est designer industriel, puis quand on parle de créer un objet, on y pense rapidement. Mais pour un ingénieur, c'est pas une pensée facile que de dire, je vais aller chercher des designers, je vais les mettre en charge de créer
faciliter ou rendre plus agréable ou pas nécessairement plus sécuritaire, mais de les rapprocher de l'humain qu'on vise, qui doit les utiliser? Comment ça s'est passé? Ouais, ben c'est justement, tu sais, ce qu'on voulait aussi, c'est pas être une entreprise d'ingénierie. Donc, vraiment, là, le souhait, c'était d'avoir une entreprise qui se distingue par ce côté-là, beaucoup plus design. Tu sais, évidemment, quand on conçoit des produits, nous, notre préoccupation première, c'est pas l'esthétique. Là, tu sais, donc, on n'est pas un bureau de design typique qui va faire beaucoup de styling. Là, c'est pas du beau nécessairement, là. Non, c'est ça, mais c'est du très fonctionnel, évidemment. Puis, je pense que les compétences de designer industriel puis de designer UX aussi, que ce soit des designer UI aussi, ou même les manufactures qu'on a maintenant à l'interne, c'est pour en arriver à ça, c'est avoir des produits qui, comme j'aime beaucoup dire, le département de design, nous, on dit le pourquoi ça doit exister. Alors que l'ingénierie, eux, ils vont faire le comment. Le comment, exact. Nous, on va aller sur le terrain, on va faire des observations, on va comprendre dans quel contexte que c'est utilisé. Ah oui. Puis, justement, on va essayer de ressortir tous les risques potentiels, surtout, évidemment, les risques à l'usage. Puis, là, on va imaginer le meilleur produit pour tirer le meilleur potentiel de la technologie qui nous est proposée. C'est intéressant comme dynamique, ça. Donc, tu dis, c'est vous qui êtes les premiers à aller où on vous demande sur le terrain, avant même de savoir comment l'appareil va fonctionner, c'est pourquoi il va fonctionner, qui l'utilise. Vous allez sur le terrain, c'est à la demande des grands fabricants ou des hôpitaux que vous faites ça? La majorité de notre clientèle, nous, c'est des startups. Donc, souvent, ça va être soit des chercheurs, soit des médecins, des spécialistes ou des petites compagnies qui ont une technologie, on appelle une technologie core. Là. Donc, eux, ils maîtrisent une technologie que nous, on n'a pas nécessairement à maîtriser ou qu'on ne maîtrisera jamais. Mais ce que là, ils ont besoin, eux, c'est d'avoir un produit qui va être exploitable, puis qui vont être certains, eux, que ce produit-là, il va être adopté par les nouveaux utilisateurs. Donc, on parle de gens qui veulent innover, qui veulent mettre sur le marché des produits qui vont un peu déranger. Puis le domaine médical, c'est quelque chose qui est... souvent, je compare ça avec le domaine de l'aviation, puis là, ça frappe l'imaginaire, de dire, oui, on veut avoir toujours la meilleure technologie, on va être soigné par ce qui se fait de mieux, mais en même temps, on veut que le pilote d'avion soit super familier avec l'avion parce qu'on veut arriver à destination. Mais c'est la même chose pour un nouvel instrument médical. On veut que tous les codes, les conventions, tout ça avec quoi les spécialistes ou les médecins, les différents intervenants sont familiers. On veut qu'ils retrouvent ça dans un appareil médical, mais en même temps, on veut innover aussi. Donc, comment on fait pour avoir cette bonne balance-là entre la nouveauté puis des trucs qui sont connus. Puis, c'est ça. Pour, mettons, parler un petit peu de la conférence là, du 8 novembre, c'est un des trucs là, que je vais expliquer, c'est comment on peut capitaliser sur une découvrabilité qui est sécuritaire. Une découvrabilité qui est volontaire, puis que on a des spécialistes qui acceptent d'utiliser ce produit-là en se disant OK, oui, c'est innovant tout, mais je suis certain que je vais être capable de l'utiliser de façon sécuritaire. Donc, nous, notre mandat en tant que designer industriel, puis designer UX, c'est d'arriver à ça. C'est de justement s'assurer que les gens vont bien comprendre comment l'utiliser, le flux d'interaction, ça ne sera pas puis tous les interfaces, que ce soit des interfaces graphiques ou que ce soit des interfaces physiques, que les différents intervenants sachent rapidement comment utiliser ça. Que ce soit dans un contexte d'urgence ou pas, simplement dans comment ça s'inscrit dans leur protocole, à quel point ils vont avoir à modifier leur protocole pour adopter notre produit. Mais dans un cas où on croit qu'il va y avoir une situation d'urgence, on ne veut pas à ce moment-là que les différents intervenants aient à se poser une question, à savoir, OK, mais comment je sors le patient de l'appareil?
Comment je fais pour interrompre tel traitement, etc. Ça, il faut que ça soit vraiment évident. Donc, c'est notre travail, nous, de venir, disons, intégrer ces codes-là dans l'appareil pour être certain que, justement, ça passe bien et que le produit soit accepté sur le marché. Parce que dans le cas dont tu vas parler à UXC, à la conférence du HEC, du Tech 3 Lab, tu couvres justement un appareil d'imagerie magnétique, je pense. Hein? C'est quelque chose que vous avez aidé à concevoir? Oui, c'est pas un appareil d'imagerie en tant que tel. Oui, il y a des champs magnétiques, c'est un appareil de traitement, donc pour le cancer. Okay. Puis, c'est un appareil qui a pas de comparable en ce moment dans le monde. Donc, okay. C'est pas un appareil qu'on était capable de dire un pour un. Là. Disons qu'on avait désigné, si on avait désigné un nouvel IRM, disons, là, on va sur le terrain, on regarde comment c'est fait des IRM, puis on en fait un nouveau. Je ne veux pas minimiser qu'est-ce que ça représente comme travail. Mais dans notre cas, à nous, le défi, il était qu'on n'avait aucun comparable. Donc, c'est un appareil qui produit des champs magnétiques pour être capable de faire un traitement. Puis là, je n'en ai pas tous les punchs, évidemment. Mais faire un traitement assez révolutionnaire là, pour aider pour les traitements du cancer. Donc là, nous, ce qu'on avait à faire, c'était de trouver justement qu'est-ce qu'on est capable de récupérer comme code, comme convention, comme langage sur d'autres appareils, que ce soit des IRM, que ce soit ce qu'on appelle les LINAC là, ou la radiothérapie, même d'autres genres d'appareils là, qui n'ont pas vraiment rapport avec ça, mais qu'on est capable de s'inspirer puis de dire, OK, ici, les spécialistes, les chirurgiens, les oncologues vont se retrouver. Parce que il y avait tellement d'éléments qui étaient nouveaux, avec lesquels ces spécialistes-là vont avoir à négocier, qu'on voulait minimiser cet impact-là pour justement maximiser l'adoption. Et les patients aussi, j'imagine, qui vivent une nouvelle expérience dans une machine là, que vous venez de concevoir, mais qui est complètement nouvelle en même temps. Puis quand on pense, ça ressemble un peu, la photo que j'ai vue, ça ressemble un peu à un appareil où le patient est couché quand même. Donc, il y a quand même un certain niveau d'angoisse qui peut arriver avec ça. En plus, la personne a le cancer, c'est pas la joie, là. Non, c'est ça, exact. Puis, on avait effectivement cet enjeu-là. Une des principales préoccupations, comme j'expliquais au début, c'est la gestion du risque. Mais aussi comment le patient va se sentir. Puis là, on a fait un design qui se voulait le plus ouvert possible là, pour justement essayer d'éliminer ce qu'on retrouve souvent dans l'IRM, là, un petit peu les angoisses là, de rentrer dans un tuyau, dans un train fermé. On voulait essayer d'éviter ça. Parce que déjà, c'est que les gens qui vont suivre ces traitements-là, là, ils vont faire affaire avec une machine qu'ils n'ont jamais vue. Tu sais, une IRM, à la limite, on a déjà vu une. On a vu dans les films, au moins. Dans un film, dans une série télé ou quelque chose comme ça. Quand on parle de radiothérapie, déjà, c'est beaucoup plus intimidant. Même si c'est une forme de C, puis là, c'est assez ouvert. Là, on parle d'un traitement, un rayon laser, tout ça, c'est déjà angoissant. Là, par-dessus le marché, on parle d'une combinaison d'injection d'un médicament qui n'est pas connu, c'est pas une façon de faire qui est connue, avec en plus des champs magnétiques. Puis là, des fois, les gens ils peuvent avoir des craintes par rapport à ça. Donc, c'est ça. Il y a un gros travail qui est fait par justement l'hôpital, là, éventuellement, où ça va être installé pour la préparation du patient. Ouais. Puis encore là, ça, je vais l'expliquer un petit peu plus dans la conférence, mais on a eu l'idée de faire une salle de préparation et de simulation pour justement amener le patient là, puis que ce soit les spécialistes et le patient et les techniciens, etc., puissent se familiariser avec cet environnement-là sans que ça soit dans le vrai appareil. Donc, on a une salle qui est dédiée à la préparation du patient, des simulations, des tests, là, pour ne pas monopoliser l'appareil, qui va faire des traitements. Donc, pour essayer d'éliminer ça un peu, l'angoisse du patient, puis de dire, OK, voici, ça ressemble à ça, dans quel environnement vous allez être, ça va se passer comme ça, etc., etc. François, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ta conférence à UXC le 8 novembre, donc vendredi de la semaine prochaine. Je serai là et je viendrai te saluer. Oui, ça sera un plaisir. Merci.
ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Puis sinon, ben lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.